France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, c'est parti pour votre LGF sur France Maghreb 2, l'émission qui vous rassemble et qui vous ressemble avec aujourd'hui pour nous accompagner Monsieur Enver de Santos. Comment va-t-il Monsieur Enver de Santos? Eh bien très bien mon capitaine Christophe, ça va très bien, il fait un peu froid mais comme il y a du soleil sur Paris, ça va, on s'en sort. Effectivement. Et alors toi, ça va? Bah oui, ça va, impeccable. Tu seras pas seul, tu seras accompagné normalement de deux charmantes dames. J'aime beaucoup l'idée. Oui, bah, j'avoue aussi. Fatima Wassak qui sera avec nous dans un instant, Oui, et c'est Nadia sa première. Lazouni absolument qui vont nous rejoindre au cours de cette émission tout à l'heure avec vous, bien sûr pour évoquer leur sujet. Alors mon cher Enver, on va parler de quoi avec toi? Eh bien on va parler donc dans mon avis tranchant d'une Tranché. voilà, tranché et tranchant, Voilà. de la mobilisation. Ouais. Mobilisation de qui? Bah je laisse spoiler, je ne vais pas spoiler, je vais laisser ça. Et puis pour mon coup de cœur, eh bien ce sera voilà, toi qui me sais. Et donc là encore, je ne vais pas spoiler, je vais laisser un peu de mystère. Et Fatima vient de nous rejoindre. Fatima Wassak qui est avec nous. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va Fatima? Ça va très bien, je suis un petit peu en retard, je suis désolée. Ouais, c'est pas grave. J'ai couru pourtant. Mais... Ah oui, ça se voit. Bonjour Fatima, sois la bienvenue. Comme c'est ta première sur France Maghreb 2, enfin pas première tout à fait, mais bon. Est-ce que tu peux, comme j'allais dire la tradition, te présenter un petit peu aux auditrices et aux auditeurs? Fatima Wassak, politologue. Voilà, je suis politologue, je suis consultante, je suis conférencière et formatrice. Je ne suis plus seul en tant que consultant. Il se trouve que je coordonne, je coordonne le réseau Classe Jean Race, Ouais. qui est un réseau antiraciste et féministe, un réseau de projets, d'acteurs universitaires, militants, associatifs, etc. Et par ailleurs, j'ai cofondé le Front de Mer, qui est un syndicat de parents des quartiers populaires. Et je le précise parce que c'est un petit peu en lien avec mon avis tranché, tranchant. Alors j'avoue que là tu me fais directement un affront parce que tu nous dis il faut arrêter de manger trop de viande. Voilà, exactement. Mais Moi je vais qui réussir adore et qui suis carnivore. Oui, mais je vais réussir à te convaincre. Mais tu es Alors dans le là- spécisme ou Alors là- il y a Non, pas une du marge tout. quand même. Non, c'est pas que par enfin pas que, non, c'est pas de l'antispécisme en réalité, mais il y a d'autres arguments D'accord. écologiques, en termes de santé publique, des arguments éthiques aussi qui peuvent vous convaincre. En tout cas, alors pas forcément de plus manger de viande, mais en tout cas d'en manger beaucoup moins. Et est-ce que tu t'appropries, j'allais dire, ce propre conseil à toi et tes enfants, ta famille? Mon mari même, qui, alors pour lui, un repas sans viande n'était pas digne de s'appeler repas. Par Ouais, exemple, un couscous ouais. sans viande, il n'a pas le droit de s'appeler couscous. C'est vrai. Mais même lui, j'ai réussi à le C'est vrai convaincre. Et ouais. Une Après, messe. il Ah, donc continue à décidément- en manger, mais beaucoup moins que quand je l'ai T'es connu. très persuasive alors, hein. On peut le dire. Très bien. Un coup de cœur, c'est alors j'ai vu Alors- c'est le sourire de. De Jamila Bouired. Alors, je sais pas si vous la connaissez. C'est une grande dame, une grande résistante. Elle fait partie des Moudjahidettes, des femmes qui se sont battues et qui se sont battues pour la libération de l'Algérie. Ouais. Qui était membre du FLN. Et je profite de l'occasion qu'elle soit accueillie en grande pompe en Égypte, Ouais. en ce moment lors du festival de cinéma de Luxor, pour lui rendre hommage. Voilà. Très Je bien. ne connaissais pas encore. Eh bien, on va Ce sera un découvrir. plaisir de découvrir. Absolument, tout à l'heure, bien sûr, sur France Maghreb 2. Voici le programme pour ce LGF sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus encore une fois, avec donc Enver de Santos, Fatima Wassak et la retardataire habituelle, Nadia Lazouni. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, près de 60 personnalités ont signé une tribune pour une justice impartiale et égalitaire en faveur de Tariq Ramadan, ce que dit la lettre ouverte. Maroc, les habitants de l'ancienne ville minière se sont donné un délai de réflexion avant de répondre au plan de développement proposé par El Othmani il y a 10 jours. En attendant, aucun sitting n'est organisé. Un calme précaire est revenu dans la ville de Gerada 10 jours après la visite du chef du gouvernement. Le 28 février prochain, la détention administrative de Salah Hamouri devrait prendre fin. Ses proches se mobilisent plus que jamais pour obtenir sa libération. Liberté pour Salah Hamouri. La question LGF du jour. La Syrie, dans cette région de la Ghouta, depuis début février, les bombardements ont fait plus de 450 morts. Nous allons vers un cataclysme humanitaire en Syrie selon Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères française. Partagez-vous son avis? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour terminer tout à l'heure, une bonne dose de libertad avant 18h. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
LGF, le grand forum avec Fatima Wassak et avec Enver Dos Santos qui sont avec nous aujourd'hui. Information par rapport à... Bonjour. Information par rapport à l'affaire Tarek Ramadan. Tarek Ramadan a refusé de comparaître cet après-midi. Donc on en saura davantage dans les quelques minutes à suivre à venir, donc peut-être avant la fin de cette émission, pour savoir si ils vont, oui ou non, le libérer aujourd'hui. Ceci étant, tout à l'heure, donc 17h, le premier avis tranché sera signé Fatima Wassak. On va la faire passer en premier, évidemment. Honneur aux dames, tout à fait. Honneur aux dames. Et puis c'est forcément, comme c'est le premier avis tranché de Fatima Wassak, on va la baptiser comme il se doit. Comme voilà, c'est ce qu'on dit. Alors, on va démarrer tout de suite notre Zap 24. Le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio, mais aussi sur Internet, avec cette vidéo postée sur les réseaux sociaux d'un homme parti acheter des gigoteuses pour son fils au Carrefour Évry 2 dans l'Essonne, et est tombé sur une famille de souris. Eh oui. Incroyable ce qui se passe. Wallah, c'est incroyable. Je cherche une gigoteuse pour mon fils. Tu vois, petite gigoteuse. Regardez sur quoi je tombe. Il y a une famille de rats là-dedans, là. Ils sont dans la gigoteuse. Si vous êtes intéressé, j'étais à l'accueil. Ah oui, on va aller. Ah, regardez. Les crottes de rats. Attendez, excusez-moi, monsieur. Si je peux me permettre, elle est où? Elle est où là? Non, mais emmenez-le, hein. Elle est où là? Moi, je vous le laisse, Ah, emmenez-le. Il y a même le bébé dedans. C'est des souris, par contre, c'est pas des rats. Ouais, des souris. Bah, des souris, regardez. Je viens acheter une gigoteuse pour mon fils. Je trouve ça. Une famille de souris dans la gigoteuse. Regardez, là, ils sont là. Je sais pas si vous voyez à travers. Regardez, ça bouge. Regardez. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est normal, ça? Pas franchement, non. On peut le dire, non. Pour le coup, voilà ce que... Oui, Enver. Non, mais le truc, c'est que tu essaies d'imaginer comment les souris ont fait pour arriver. Après, sans incriminer la marque Carrefour ou toute autre marque de magasin, malheureusement, de plus en plus de magasins entretiennent très très mal justement leur établissement. Tu vois des pigeons qui circulent pendant que tu es en train de faire tes courses, tu reçois un caca d'oiseau, tu sais pas pourquoi. Ce sont des choses qui malheureusement sont arrivées. Je suis pas en train de dire que c'est normal. Écoute, j'étais dans un magasin dont je ne citerai pas le nom. Je suis là et hop, je reçois un truc qui goûte. Je pensais que c'était qu'à Paris et dehors, moi. Ah non, ça m'a perturbé. Fatima. Non, c'est vrai qu'il y a une très très grande dégradation de ces hypermarchés, de ces grandes surfaces. Alors là, c'est sûr que c'est particulièrement choquant parce que c'est l'univers enfantin, quoi. C'est pour un bébé, donc on se dit que voilà, si les souris étaient parties, seraient restées leur petite crotte et ensuite on met le bébé dedans. Donc c'est ce qui paraît particulièrement choquant. Mais en réalité, effectivement, il y a une grande dégradation ces dernières années des hypermarchés, et en réalité les personnes qui ont les moyens aujourd'hui ne fréquentent plus les hypermarchés. Ils se sont dégradés de plus en plus. Aujourd'hui, quand vous allez à Auchan ou à Carrefour, c'est essentiellement des classes populaires, des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller faire leurs courses auprès de magasins, de boutiques, d'épiceries de proximité, et qui sont obligés de se retrouver dans ces trucs gigantesques qui ressemblent plus à rien, qui sont complètement déshumanisants, etc. C'est ça. De toute façon, je pense que ça traduit, ça symbolise ça. C'est ça. Si tu regardes bien, même les nouveaux magasins sont de plus en plus en train d'installer les stocks directement à disposition du client. Ouais. Donc, t'installes le stock. Il n'y a pas de désinfection en fait du colis. C'est prenez le colis d'une centaine de paquets de sucre, etc. Vous pouvez l'acheter comme ça parce que ça va vous coûter moins cher. Pas d'organisation dans le magasin ni rien du tout, mais comme le dit Fatima, c'est à destination des quartiers populaires. Donc faut préférer les quartiers, les magasins de proximité, les commerçants de proximité, oui. C'est plus cher, je sais pas. Si tu prends par exemple le cas de la viande, tiens, je constate quand même que la viande elle est de meilleure qualité et parfois moins chère que dans les magasins chez ton boucher par exemple. C'est vrai. Alors, après, ça dépend. C'est vrai que ça, la viande de bonne qualité, quand même, elle est. On va prendre l'entrecôte. Est-ce que tu trouves une bonne tranche d'entrecôte au supermarché comme tu peux l'acheter en boucherie? Moi, je pense pas. J'avoue que j'ai pas fait la comparaison pour l'entrecôte, mais par exemple les fruits et légumes, le pain, etc. C'est bon. Je mange pas de viande. Mais c'est vrai qu'il y a des produits de fait quand c'est de proximité, c'est normal. On paye les circuits courts, on paye le fait que justement, comme c'est en plus petite quantité, ça coûte plus cher certainement aux producteurs et aux marchands. Mais c'est vrai qu'il y a une dégradation. Et alors si on ajoute à ça les services Vigipirate, les services de sécurité qui sont à l'entrée des
magasins, ce qu'on n'a pas dans les petits magasins de proximité. Oui. En plus, bon voilà, ça donne pas du tout envie. Donc je pense que ceux qui continuent à fréquenter ce type de surface, ce sont les personnes qui ont plus le choix, quoi. Non, pas le choix. Bon, après, je me permettrais peut-être de faire l'avocat du diable. Et là, je pose la question. Ça te fera peut-être une question pour la rentrée. À un moment donné, se poser la question justement où de plus en plus de, tout simplement, salariés sont diminués dans justement ces grandes surfaces, au niveau du nettoyage, au niveau des caisses, et on est en train de tout informatiser, tout en automatiser. Ouais. Est-ce que c'est pas l'occasion peut-être de se remettre en question? Peut-être que si on engageait plus de personnel, peut-être que justement il y aurait plus de vérification, plus de nettoyage, etc. Peut-être que si on est trop dans le côté automate, on en oublie que. Après il y a pas mal d'études qui montrent que si on investissait au contraire dans l'économie sociale et solidaire, donc dans les circuits courts, dans tout ce qui est de proximité, etc. En fait on pourrait embaucher les personnes dont tu parles là, plutôt que de les embaucher sur ces grandes surfaces, plutôt sur ces emplois-là, en plus qui seraient de bien meilleure qualité, qui seraient moins déshumanisants, quoi. D'accord. Mais c'est un autre type de développement. On va passer à tout à fait autre chose, parler de ce projet de loi sur l'asile et l'immigration qui était présenté hier matin au Conseil des ministres. Son objectif affiché, en tout cas, c'est de traiter les demandes d'asile plus rapidement afin de mieux accueillir ceux qui ont le droit et d'expulser au plus vite les déboutés. Le texte, toutefois, suscite bien sûr des craintes chez les associations dans le milieu intellectuel et même au sein de la majorité présidentielle. Ces détracteurs y voient une remise en cause du droit d'asile en France, malgré les arguments avancés par Gérard Collomb. Écoutez le ministre de l'Intérieur. C'est une loi qui est équilibrée, qui s'aligne surtout sur le droit européen et est totalement nécessaire qu'entre les pays comme l'Allemagne, comme la France, l'Italie, les Pays-Bas ou bien la Suède, nous ayons le même type de procédure. Parce que autrement, évidemment, on regarde où la procédure est la plus facile pour pouvoir obtenir le droit d'asile. Et donc à ce moment-là, c'est chez vous que tout le monde se dirige. Dans le même temps, vous l'avez vu, toute une série de mesures vise à garantir l'asile et l'effectivité de l'asile à celles et ceux qui y ont droit et à faire en sorte, par le doublement des cours de langue, par l'insertion professionnelle, qu'ils puissent un avenir dans notre société. Il faut accueillir, mais il faut accueillir bien, de manière à ce qu'effectivement le mirage qu'ils peuvent avoir entrevu ne se transforme pas en cauchemar et que pour eux, le rêve français devienne demain une réalité. C'est le but de la loi que nous vous présentons. Est-ce que les arguments du ministre, Fatima, t'ont convaincu ? Absolument pas. C'est d'autant plus que pour moi Gérard Collomb est quelqu'un d'illégitime pour parler de ces questions-là. Enfin, il a des propos abjects. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, un journaliste lui parle du fait que des enfants dorment dans la rue, des enfants migrants donc dorment dans la rue, il les appelle mineurs, enfin je pense qu'il faut les appeler des enfants, parce qu'ils ont des droits d'enfants, et monsieur Gérard Collomb lui répond finalement, donc d'abord il nie, il dit non mais il n'y a pas d'enfants qui dorment dans la rue, il n'y a pas de mineurs qui dorment dans la rue. Le journaliste insiste, lui dit mais on les a vus nous-mêmes dans les rues de Paris. Ce à quoi Gérard Collomb répond mais écoutez, s'il y a des mineurs migrants qui dorment dans la rue, c'est parce que c'est eux qui souhaitent y dormir. Voilà, par ce froid. Voilà, donc renvoyer à la responsabilité de ces enfants le cauchemar dans lequel ils vivent, parce que quand ils parlent de rêve français, non, enfin voilà, c'est absolument horrible ce qui se passe pour notamment pour ces enfants-là à Paris, pas loin d'ici. Il y a un certain nombre d'enfants qui dorment dans la rue, en particulier des enfants qui viennent d'Afrique. Enfin, beaucoup viennent du Maroc. Ils ont parfois 8-9 ans. Enfin, quand on dit les mineurs migrants, on pense à des adolescents, etc. Ils sont de plus en plus jeunes. Il faut voir leurs conditions de vie. Ils subissent des violences policières, mais dès très très tôt le matin, 5-6 heures du matin. Ils sont traités, mais de manière, comme des animaux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un traitement horrible ces derniers mois. En réalité, depuis ce nouveau gouvernement, il y a une manière de traiter les migrants qui est indigne. Enver, je rejoins tout à fait ce que dit Fatima et j'irai encore plus loin.
c'est que de la part des intellectuels comme des ministres des députés de la majorité et donc de Gérard Collomb, je pense qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie, parce que c'est bien gentil de dire que voilà, on veut faire en sorte que le rêve français, un peu le rêve à l'américaine, faire quelque chose de très joli, mais la réalité, elle est où est justement cette humanité quand toi d'un côté tu vas pondre un texte soi-disant plus humaniste, mais de l'autre côté tu fais en sorte qu'il y ait une montée du racisme, de la discrimination, des inégalités, des violences justement sur ces mineurs, des violences, parce qu'on les voit les reportages, hein, les tellement vrais, etc., tout ça, où tu vois la police arriver à 6h du matin, leur dire de virer de la tente, et le soir ils doivent revenir au même endroit si la tente est toujours là, enfin. À un moment donné, tu peux pas avoir un double discours. Ouais. C'est pas possible. Il y a eu la nuit de la solidarité, et justement, alors on se souvient de Macron qui voulait plus une personne dans les rues avant décembre, je crois, fin décembre. Bon, il se trouve qu'il y en a encore 3000 visiblement d'après les derniers chiffres dans la simple capitale de Paris. Il devrait peut-être sortir un peu plus et il verra qu'il y en a un tout petit peu pas très loin du palais de l'Élysée et peut-être qu'il comprendra. Bon, en tout cas, ce projet fait réagir, beaucoup de manifestations, mobilisations autour de ce projet. Notamment. Le 17 mars, il y a une grande mobilisation qui est prévue. Donc une marche des solidarités contre les violences, pour la justice, pour la dignité. C'était le coup de cœur de Youssef Brakni. Exactement. D'accord. Oui. Non, mais tu peux en rajouter une couche, hein, évidemment. De toute façon, on en reparlera. Le 17 mars, marche très importante. D'ailleurs, si vous voulez revoir le coup de cœur de Youssef Brakni, Christophe Le Grand Forum sur Facebook, n'hésitez pas pour en savoir davantage sur cette marche importante. Et c'est organisé d'ailleurs par des militants du terrain, pour le coup. Alors, tout à fait autre chose dans le ZAP 24, elle était restée plutôt discrète depuis la défaite de son parti, donc notamment présidentielle, notamment la défaite de sa tante au second tour de la présidentielle. C'est Marion Maréchal Le Pen qui participera aujourd'hui, c'est une certitude, à une conférence à Washington, conférence qui réunit des figures conservatrices à travers le monde. L'ex-député FN du Vaucluse assure dans une interview à Valeurs Actuelles ne pas revenir en politique. Écoutez ce qu'en pense la patronne du parti qu'elle représente à l'Assemblée, donc également sa tante Marine Le Pen. Ce qu'elle en pense de Marion. Marion n'est pas dans une démarche politique. Marion est venue aux États-Unis pour exposer un projet professionnel. Bon, qu'elle se serve après tout de son expérience politique pour porter ses projets professionnels, ça ne choquera évidemment personne. Voilà, donc elle est allée là-bas pour exposer le projet professionnel qui est le sien. Je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher à ce titre. C'est pourtant une tribune politique aussi, il y a des discours politiques qui vont être tenus. Oui, mais il y a des discours politiques qui sont tenus, mais dans les conventions républicaines aux États-Unis, ça se passe pas comme en France, hein, vous savez. Il y a aussi pas mal de business qui se fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors le retour de Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen apparemment on n'y croit pas. Moi je crois absolument pas à ce que dit Marine Le Pen. Je pense que Marion Maréchal Le Pen a pris un peu de recul pour mieux revenir plus tard. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Après toi, Fatima. Merci. Bon, j'avoue d'abord que je m'intéresse pas énormément à la famille Le Pen, que ce soit donc t'as pas lu les mémoires de Jean-Marie là. La nièce, etc. Enfin bon, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est d'autant plus que voilà, les idées d'extrême droite, elles sont quand même largement diffusées aujourd'hui sur l'échiquier politique, et qu'il s'agit pas comme il y a quelques années de considérer que le seul FN représente l'extrême droite et donc de focaliser là-dessus. Donc sur le retour de Marion Maréchal Le Pen, de toute façon qu'elle soit là ou pas, c'est à peu près c'est à peu près pareil. Elle a de toute façon du relais au sein du parti. Bon, voilà. J'ai pas grand chose à ajouter. Ouais. Bon, Enver, Marion peut revenir ou pas? Écoute, moi, je vais te répondre par la suivante. J'applaudis, bravo à Marine Le Pen, au Front National et à toutes les personnes qui veulent faire croire que justement les idées xénophobes, racistes et autres n'existent pas. À un moment donné, c'est un peu comme dans les séries des années 80 quand on regardait voilà le nouveau parti nationaliste, etc., avec des idées d'extrême droite, etc., dans les films américains, où pour pouvoir s'insérer dans la société, tout simplement ils prenaient des rôles qu'on va dire civils. T'avais le gars, il est docteur, mais à côté c'est quand même le patron de tel parti nazi. Le gars, il est là, et là c'est la même chose. C'est pas qu'elle est sortie de la sphère politique, c'est qu'à un moment donné on a normalisé et banalisé des comportements et des personnes qui dans notre société sont dans la haine de l'autre. Après,
C'est comme ça, on verra la suite. Effectivement, comme dit Marine Le Pen, et encore une fois je dis bravo à Marine Le Pen, parce que son parti aujourd'hui est un parti tout à fait respectable, qui justement est un parti pour lequel n'importe qui peut voter, même moi, et à un moment donné elle a réussi à faire... Même toi ? Ah, je te le dis très clairement, même moi je peux voter, je ne dirais pas que je voterai pour ce parti, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui c'est devenu un parti normal, parce que on a banalisé toutes les haines. On parle pas de racisme, on va dire c'est de l'islamophobie ou de l'antisémitisme, alors qu'au final c'est la même chose. C'est de la haine de l'autre. Voilà. Bon, politique toujours, mais dans un autre registre, avec une autre figure qui dépasse son cadre supposé, Jean-Luc Mélenchon, qui fait l'objet d'un film, un film qui est sorti dans 40 salles de cinéma françaises. Le patron de la France Insoumise était déjà connu pour ses meetings holographiques et ses coups d'éclat sur les plateaux de télévision. Il s'invite désormais sur le grand écran dans l'Insoumis, un documentaire signé Gilles Perret qui raconte les coulisses de la campagne présidentielle, de sa campagne présidentielle en l'occurrence. Et écoutez un extrait de ce film. Alors c'est au moment où il demande à ses fidèles ce qu'il faut, quelle attitude adopter pour le fameux débat. Écoutez. Le débat demain soir, c'est quoi vos conseils? Moi je pense qu'il faut que tu restes tranquille. Moi la consigne que je donne à tous, maintenant qu'on fait tous des médias, c'est on est serein, on se fight pas. Alors c'est très court, mais le documentaire retrace en fait toute cette campagne avec les clashs, notamment avec l'émission C'est à vous, où il est parti vraiment très en colère de l'émission en traitant d'ailleurs l'animateur et les participants de salauds. Il a promis d'ailleurs de ne plus jamais revenir et remettre les pieds dans cette émission. Le documentaire L'Insoumis, est-ce que ça donne envie, Fatima, au cinéma ? Oui, pourquoi pas. Il y a un enjeu politique très important pour les quartiers populaires concernant France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en particulier. Alors je ne sais pas si vous savez, mais dans le 93, il y a eu une forte conscience de classe aux dernières élections législatives, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est aux élections présidentielles et législatives. Jean-Luc Mélenchon est largement arrivé en tête dans le 93. Et ce malgré des déclarations quand même, notamment le fait que Éric Zemmour n'est pas vraiment raciste, c'est un grand intellectuel. Vous vous souvenez Rossignol qui avait dit que il y a des femmes qui portent le foulard, mais c'est comme ces nègres américains qui voulaient rester en esclavage. Mélenchon avait dit que mais non, Rossignol n'est absolument pas raciste, ce propos n'est pas raciste. Enfin bref, des déclarations. Et puis alors je parle pas des prières de rue, de son discours sur le foulard, etc. Donc malgré des discours quand même islamophobes, racistes, les quartiers populaires du 93 ont largement voté en sa faveur. Donc il y a un enjeu politique très très fort pour les élections municipales approchant, à venir, savoir si quels vont être les calculs de Jean-Luc Mélenchon et de sa garde rapprochée sur la question, évidemment sur la question sociale, où il est plutôt bon, mais également sur la question, sur les enjeux liés à l'immigration, les enjeux liés aux discriminations, etc., etc. Donc oui, ça risque d'être intéressant de voir quelles ont été les tractations lors de la campagne précédente pour mieux anticiper les calculs politiques à venir pour la campagne prochaine. Wenver, est-ce que Jean-Luc Mélenchon et l'Insoumis te fera déplacer au cinéma ? Alors, là encore deux réponses. Je dirais que d'un point de vue sociologique, ça peut être intéressant et même pour les élèves justement qui étudient la sociologie politique, les sciences politiques et même le comportement des politiciens, ça peut être super intéressant. Pour ma part, faut vraiment pas déconner. Faut pas déconner, mais vraiment pas déconner pour la bonne et simple raison que je travaille dans ce milieu, que je sais en quelque sorte ce qu'est ce parti et Jean-Luc Mélenchon, sans jeter l'opprobre ni rien du tout, mais ça rejoint un peu les propos de Fatima et donc faut vraiment pas déconner, tu me verras pas payer pour ce film. Bon, d'accord, ok, on a compris. Moi je l'aurais téléchargé, on va pas payer. Comment ça tu incites illégalement. Téléchargement illégalement, Fatima, voyons. Oh my goodness. Bon, dans un instant, on parle de la question du jour et de la Syrie, évidemment, de cette situation catastrophique, notamment du côté de la Ghouta orientale. Juste avant, il y a Mouloud qui voulait nous parler un peu de phrases racistes. Bon, il y a de quoi faire en ce moment. Bonsoir Mouloud.
Ouais, bonsoir Christophe, bonsoir à Fatima et tes invités. J'ai pas les noms en tête. T'as retenu Fatima, hein, c'est bizarre, mais tu retiens pas Enver. Oui, parce que j'étais complètement d'accord avec ce qu'elle a dit sur Monsieur Colomb. Mais moi, Christophe, c'est un coup de gueule que je voudrais pousser. Allez, pousse ton coup de gueule. C'est par rapport à la macromania qui existe en ce moment, et j'ai l'impression que vous êtes un peu contaminé. Parce que moi, je voudrais rappeler quand même une phrase. Je pense que vous êtes au courant de Monsieur Macron sur les Comoriens. Oui, les quoi ça. C'est passé à l'as. Ouais. Et moi, je pose la question. Imagine un instant, vous parliez de Madame Le Pen. Que ça soit Madame Le Pen ou Monsieur Sarkozy qui ait prononcé la phrase. On en parlera encore. Oui, vous vous en souvenez? C'est vrai que c'est vrai. Alors, Mouloud soulève un problème. Les pirogues ont vocation à pêcher du poisson, mais finalement, c'est des Comoriens qui ramassent. Tiens, je poserai la question à Bajrafil qui sera notre invité demain, ça lui fera plaisir. Oui, et puis il y a une autre chose. Vous vous souvenez de la jeune Marocaine qui a interpellé Monsieur Macron, le président, à l'époque, quand tu lui as dit à un moment, vous n'avez pas vocation à rester en France. Oui. Imagine, tu remplaces Macron, tu mets Sarkozy à la place ou Madame Le Pen. Et voilà les réactions. Moi, j'en ai un peu marre du deux poids deux mesures, même par rapport à ça. Fatima parlait de la contamination des idées. Maintenant, c'est un peu partout, au PS, à droite et tout ça. Oui, ça s'est banalisé, quoi. Après tout, Wauquiez, il n'est pas au pouvoir. C'est Macron qui est au pouvoir. Et quand je vois ce qui est mis en place, la loi qui est mise en place, je sais pas si tu es au courant, Christophe, mais en off, il y a des députés LRM qui disent que c'est une loi que même Sarkozy n'aurait pas osé faire. C'est tout dire, et ça, faut en parler, faut taper sur ceux qui sont au pouvoir. Faut oublier les Sarkozy, les Wauquiez, les Le Pen. En ce moment, c'est Macron. Et moi, j'en ai un peu marre. Hier, je discutais, je vais faire une parenthèse, je discutais avec mon frangin qui est retraité. On lui prend 19,89 € par mois de CSG. Il a la rage. Tu comprends ce que je veux dire? Faut parler des gens qui sont au pouvoir, faut oublier les Wauquiez, les Le Pen. Et Macron, pour moi, c'est pire que Sarkozy. Et tu sais comment il va finir, Macron, pour moi, Christophe? Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque de Giscard d'Estaing, qui avait été élu comme le plus jeune président de la République. Il avait 48 ans. T'as vu comment il a fini sous les crachats en 81? Eh ben, je te le dis maintenant, Monsieur Macron finira comme ça. Ça, c'est pas sûr. Bon, merci Mouloud. C'est intéressant sur la partie de Mouloud qui soulève à propos de cette phrase malheureuse que Macron a prononcée concernant les embarcations et sur les Comoriens. C'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup de presse, et pourtant c'est une phrase extrêmement au-delà d'être maladroite, elle est limite raciste, elle est raciste. Fatima, comment on explique comme ça que le fait ce que dit Mouloud, voilà, ça avait été Sarkozy ou Le Pen qui avait prononcé cette phrase, on aurait fait tout un tollé, c'est Macron, ça passe à l'as, quoi. Bon, en sachant que Sarkozy et Le Pen en ont prononcé de belles aussi. Oui, bien sûr. Je veux dire, ils sont pas en reste, voilà, de phrases comme ça racistes, parce qu'effectivement c'est une phrase très raciste. Il y a aussi, vous vous souvenez, enfin les différents déplacements de Macron en Afrique régulièrement. Voilà, c'est pareil, il fait preuve de paternalisme, de colonialisme outrancier. Donc, et puis je pense vraiment d'un très très fort mépris. Là pour le coup qui est caractéristique de Macron. Je pense que ça fait moins de tollé qu'avant, c'est parce que on s'habitue de plus en plus à ce genre de sorties racistes, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une banalisation vraiment d'idées, enfin de discours racistes. Là, en l'occurrence, en plus sur le ton de l'humour, parce que toute l'équipe ensuite du président Macron arrive derrière dans les médias pour dire que voilà, il a dit, mais c'était un petit peu maladroit, mais c'était pour rire, mais c'était etc. Donc il y a cette idée que voilà, c'est des discours qui sont voilà, qui si ils heurtent les personnes qui les écoutent, c'est que ces personnes-là manquent d'humour et que elles sont dans la paranoïa, dans la victimisation, etc., etc. Donc je pense que c'est le contexte qui a changé. On tolère aujourd'hui médiatiquement beaucoup plus ce genre de discours parce que il y a des choses tellement horribles qui se disent, que disent les politiciens et les politiciennes que bon, voilà, c'est. Enver, tu n'étais pas d'accord avec lui sur le fait qu'ils finissent comme Giscard d'Estaing? Ah oui, parce que ça va rejoindre justement ce que dit Fatima. C'est part du principe où tu crées justement une société où on va dire voilà, tu vas faire en sorte qu'il y ait une droitisation de la société. Petit à petit, cette droitisation elle fait justement que tu acceptes vraiment l'inacceptable, ce qui il y a 15 ans, même pas 15 ans, tu vois, on aurait dit un truc. Aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Marine Le Pen
peut avoir certains propos ou avoir certaines personnes dans son parti qui sont suspectes, ça passe crème, ça passe super crème. Alors si Marine Le Pen, qui est l'épouvantail pour beaucoup de l'extrême droite, passe crème, tu crois que le président qui va dire une petite phrase, une petite blagounette qui est justement normalement, ça devrait faire flipper les gens, ça passera aussi crème, et c'est ça la réalité. Et pourquoi justement je disais à Mouloud que c'est pas sûr qu'il parte, parce que ça c'est un travail de communication qui est super bien fait, et là encore j'applaudis et je les félicite. Le mec il est parti pour rester. On a notre Obama. Moi, je te le dis. En France, on n'a pas besoin d'avoir l'image. Ouais, on va élire un président noir pour faire joli. Non, c'est pas la peine. On a créé un gars qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est il a la quarantaine, il est jeune, branché, il parle, il est direct, plutôt beau gosse. Le mec, il est franc du collier. Il correspond à cette génération Y qui justement domine la société active. Et à un moment donné, quand tu te reconnais justement dans ton dirigeant, que veux-tu? Pourquoi tu le remplacerais? Bon, alors la question du jour, je vous la rappelle, messieurs dames. La Syrie, dans cette région de la Ghouta, depuis début février, les bombardements ont fait plus de 450 morts. Nous allons vers un cataclysme humanitaire en Syrie, selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Est-ce que vous partagez son avis? Et vous êtes en grande majorité à le partager, cet avis, que ce soit sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter, ou sur Twitter, LGF officiel, avec 78% de oui sur Facebook, tout à fait. 70% sur Twitter. Fatima, est-ce que nous allons vers un cataclysme en Syrie? Est-ce que tu partages les propos du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian? Non, je partage pas les propos du ministre, parce que c'est le ministre et que la France n'a pas rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. La France, ça continue à être un pays, on le rappelait tout à l'heure par rapport aux propos de Macron en Afrique, ça continue à être un pays qui mène une politique impérialiste, coloniale, capitaliste. La France est l'un des rares pays aujourd'hui dans le monde, je crois même que c'est le seul à vendre des armes à l'Arabie Saoudite pour massacrer les Yéménites. La France continue à vendre des armes en Syrie, donc participe des massacres qui ont lieu en Syrie, qui peut vendre des armes aux uns et aux autres, parfois aux ennemis. Donc la France n'a pas de leçon vraiment humanitaire à donner, puisque la France est une marchande d'armes. Maintenant, alors pour ce qui est de la Syrie, je disais tout à l'heure, très très rapidement, je suis vraiment très émue quand j'en parle, parce que j'y suis allée moi juste avant les débuts de la guerre. Je crois que la dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2011. C'est un pays que je connaissais bien. Je suis vraiment chaque fois. Fatima, pardon de te couper. Tu vas nous en reparler dans un instant, juste après la pub. On s'en débarrasse comme ça, on est tranquille, et tu vas nous parler. Alors, ça sera après ton avis tranché, parce que il faut qu'il arrive cet avis tranché. Je sais qu'il est attendu. On va parler de la viande. Vous êtes amateur de viande comme moi, par exemple, comme Enver. Eh bien, Fatima va essayer de nous convaincre d'essayer d'en manger moins. Pas d'en manger plus du tout, mais d'en manger moins en tout cas. Il y a du boulot, hein, les gars. Attention, dans un instant, son avis tranché, puis on reparlera évidemment de la Syrie et de ce voyage que tu as pu faire dans ce beau pays qui malheureusement est aujourd'hui en proie à la guerre et à la violence perpétuelle. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF, le grand forum, avec Fatima Ouassak et avec Enver Dos Santos. J'avoue que je suis impatient de découvrir ce premier avis tranché que va nous livrer Fatima Ouassak sur vous qui consommez de la viande. Ah oui, des gens comme moi par exemple, j'assume. Elle va essayer de convaincre d'en manger moins dans son avis tranché. C'est parti, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Ma question est toute simple, Fatima, pourquoi manger moins de viande? Pour essayer de vous convaincre, je vais vous parler de mythes qui sont accolés à la viande. Je vais vous parler de 2 mythes en particulier. Alors je vous les fais en cours avec 2 personnages, A et B. Le premier, A. Le problème avec le repas végétarien, c'est que ce n'est pas vraiment un repas consistant et équilibré. B. Pourquoi ça? A. Parce qu'on a besoin de protéines animales, sinon on a des carences, on risque l'anémie, tout ça. B. Et vous vous appuyez sur quoi pour affirmer ça? A. Tout le monde le sait. On est des carnivores, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est ce que dit Mufasa dans Le Roi Lion. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Voilà, B.
Ah, ok, si c'est Mufasa qui le dit. Alors, premier mythe, donc, cette idée très répandue selon laquelle un repas sans viande n'est pas vraiment un repas équilibré. Cette idée est totalement fausse. S'appuyant sur des études scientifiques rigoureuses, l'OMS, donc qui est l'Organisation mondiale de la santé, recommande de ne jamais manger de la viande plus de 2 ou 3 fois par semaine et recommande d'éviter la viande rouge et la viande transformée. Or, nous avons par exemple une cantine scolaire qui propose souvent 4 fois sur 5 de la viande pour le seul midi hors week-end. Voilà pour le premier mythe. Le deuxième, toujours avec A et B. A. À la cantine de l'école, servir de la viande à nos enfants 4 fois sur 5, c'est beaucoup trop. B. Oui, mais il faut penser aux enfants des classes défavorisées, les pauvres qui ne mangent pas assez de viande à la maison. A. Et vous vous appuyez sur quoi pour affirmer ça? B. Tout le monde le sait, la viande ça coûte cher madame, donc c'est par souci de justice sociale qu'on sert autant de viande à la cantine. Voilà, cette affirmation aussi, qu'on entend souvent, selon laquelle il faut servir beaucoup de viande à la cantine parce que les enfants des classes populaires n'en mangent pas assez à la maison, est totalement fausse. Selon le Centre d'études et de prospective rattaché au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, c'est même l'inverse. Alors, je vous lis un petit extrait de l'étude des différences sociales en matière d'alimentation qui date de 2013. Donc, je vous lis un tout petit extrait. Pour la consommation de viande, après avoir longtemps été l'apanage des groupes aisés, la tendance semble s'être inversée. La consommation moyenne de viande des cadres et des professions libérales était de 112 grammes par jour en 2007, tandis que celle des ouvriers s'élevait à 137 grammes par jour, soit 25 grammes par jour de différence. Donc, vous l'avez compris, les ouvriers mangent beaucoup plus de viande que les cadres. En réalité, les enfants des classes populaires mangent trop de viande, quasi exclusivement de la viande industrielle et de mauvaise qualité, qui est nocive pour leur santé. Le mythe de la viande sous-consommée dans les classes populaires permet de prolonger en réalité l'emprise de l'industrie agroalimentaire sur notre alimentation et sur celle de nos enfants. Alors, au-delà de ces deux mythes que je viens de déconstruire très rapidement, que nous disent les experts en la matière, parce qu'on a beaucoup avancé aujourd'hui sur ces questions-là, et que nous disent-ils de manière objective? Alors, plusieurs points. Les animaux dont est extraite la viande servie à la cantine ont quasiment tous subi de la maltraitance et ont été abattus dans d'horribles souffrances qu'il est indigne d'infliger à des animaux. On en parlait à l'instant, l'association L214 diffuse régulièrement des vidéos horribles où on voit des animaux être traités de manière abjecte. Deuxième point, la viande servie à la cantine est très majoritairement donc d'origine industrielle à plus de 80%. Elle est souvent de très mauvaise qualité. De nombreuses études scientifiques sérieuses ont montré que la viande rouge est cancérigène, ça c'est important. Il est prouvé aussi que nos enfants ne mangent pas assez de fruits, de légumes, de légumineuses et que cela nuit à leur santé physique et à leur épanouissement. Donc d'un côté, il y a le fait de manger trop de viande, mais de l'autre, il y a aussi le fait de ne pas manger assez de fruits, légumes et légumineuses. Et il est aujourd'hui prouvé scientifiquement qu'un repas végétarien peut être parfaitement équilibré, que l'idée d'une viande indispensable lors du repas n'est qu'un mythe, et que le repas végétarien est d'égal, voire de meilleure, selon l'OMS, de meilleure qualité nutritionnelle que le repas avec viande, vu la tête de la viande dont je parlais tout à l'heure. Alors on pourrait multiplier ainsi les arguments en termes de santé publique pour convaincre qu'il faut une alternative végétarienne, comme première étape, par exemple à la cantine, comme première étape d'une réflexion de fond sur nos habitudes alimentaires à toutes et tous, car il s'agit véritablement d'un enjeu civilisationnel. Cette question de l'alternative végétarienne renvoie à de nombreuses questions de fond, alors notamment l'alternative végétarienne à la cantine. Quel droit pour nos enfants de bien manger, de manger des aliments au bon goût, de manger variés, de manger des aliments sains, en respectant les saisons, en respectant la nature, en respectant leur corps? Quel droit ont véritablement nos enfants de voir leurs parents leur transmettre leurs valeurs et leur éthique? Quelle justice sociale quand des enfants n'ont pas accès à la cantine parce que cette alternative végétarienne n'existe pas, ou du moins quand des enfants n'ont pas le droit à un repas équilibré? Quelle place abandonne-t-on à l'industrie agroalimentaire et notamment au lobby de la viande, qui ne cherche que le profit au détriment de la santé et du bien-être, en particulier des enfants? Quelle place accorde-t-on au contraire à la dimension culturelle, voire spirituelle de l'alimentation, dans une société de plus en plus désenchantée et matérialiste? Quelle place accorde-t-on à la transmission nécessaire entre parents et enfants, entre une génération vis-à-vis de la suivante? Quelle liberté de conscience et quelle liberté de culte, en particulier pour les enfants? Quel questionnement pour nous, parents, pour nous, adultes, dans le rapport que l'on a à la nourriture, dans le rapport à la viande, dans le rapport à la maltraitance des animaux, dans le rapport à la malbouffe généralisée et à l'empoisonnement vers lesquels semblent nous mener inexorablement les industries agroalimentaires? Voilà un certain nombre de questions. Cela fait des années que nous, parents des quartiers populaires, militons au niveau local pour que cette alternative végétarienne soit systématisée, notamment à la cantine. Mais comme je disais, c'est une première étape. Nous avons organisé de nombreux débats, nombreuses conférences avec les plus grands nutritionnistes, experts, pédiatres. Par exemple, on a invité Greenpeace, L214, etc.
Nous avons également organisé de nombreux ateliers avec les enfants dans le cadre d'une démarche d'éducation populaire, parce que c'est ce qui compte, c'est de transmettre et que les choses changent au fur et à mesure. Et nous sommes catégoriques, la société française dans son ensemble est prête aujourd'hui pour cette alternative végétarienne à la cantine et plus généralement dans toute la société. Voilà. Ça sera sans moi. Pardon. Non, oui, enfin, les arguments Tu es pour la maltraitance des animaux? Absolument pas. Tu es contre l'environnement? Non. Non mais voilà, tout ce que je viens de dire, c'est voilà, ça te situe forcément dans le camp des méchants. Oui, mais bon, excuse-moi, mais le camp des méchants, je l'oublie quand j'ai une bonne entrecôte dans mon assiette. Non, après, il s'agit pas de pas manger d'entrecôte, il s'agit juste de pas en manger forcément tous les jours, et surtout de s'interroger sur la provenance de la viande, c'est-à-dire dans quelles conditions ont été élevés les animaux, et dans quelles conditions ils ont été tués aussi. Enfin, voilà, il y a des choses peut-être à faire d'un point de vue éthique à ce niveau-là. Alors, je sais pas si Enver a été convaincu par tes arguments. Bah écoute, j'avais pas réellement. Fais pas le faux cul, s'il te plaît. Ah non, même pas, t'inquiète, j'avais pas besoin d'être réellement convaincu. Il y a une femme formidable qui m'a fait découvrir il y a 2 ans un super programme qui justement m'a fait découvrir la nourriture autrement et la nécessité de manger de la viande, mais pas forcément comme ça en surconsommation. Avant de rencontrer cette femme, bah déjà j'étais dans un questionnement. Mais je pars du principe, voilà, on a besoin de manger de la viande. On a besoin de manger de la viande parce que justement, dans le cycle naturel, effectivement, on l'a appris comme ça a été transmis tout ça. Mais par besoin, ça veut pas dire qu'on a besoin de manger de la viande 365 jours sur 365 jours. Je pense que si on mange de la viande 20 jours, par exemple, dans l'année, on va pas en mourir. Aujourd'hui, les technologies et justement la répartition des choses font que on peut se nourrir et bien manger avec du bougou et autre, enfin, sans manger de la viande. Mais je comprends également le fait de voilà, cette espèce de besoin. On est omnivore, on mange de tout. C'est comme ça, on mange de tout. L'être humain, il va manger des plantes, il va manger etc. Donc voilà, moi je vais pas être en mode machin. Par contre, je suis effectivement contre la maltraitance des animaux parce que voilà, dans ma foi et dans ma religion à moi, voilà, l'animal, en quelque sorte, il se sacrifie pour moi. Donc, alors on va voir si Fatima a réussi à convaincre nos auditeurs. Tiens, par exemple Karim qui certainement est comme moi, aime beaucoup la viande. Karim, est-ce que Fatima t'a convaincu? Fatima, elle m'a convaincu plus ou moins en ce sens, tout ce qu'elle a dit je le savais. Ceci dit, j'ai essayé d'être végétarien, j'ai essayé de chasser le naturel, il est revenu au galop. Ouais. Et j'essaie de me limiter dans la viande. Mais c'est vrai que moi, il m'est difficile de résister à un barbecue, il m'est difficile de résister à une bonne merguez, parce que j'ai été éduqué comme ça, et moi qui suis originaire du désert, je sais que par exemple dans le désert, les gens riches, c'est des gens qui ont du bétail. Plus t'as de bétail, et plus tu fais partie de la noblesse, par exemple. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est pas, je veux dire, le nombre. Tu peux avoir, par exemple, 50 000 hectares de carottes, tu seras beaucoup moins riche qu'un mec qui a 40 vaches. Et tu seras moins considéré. Parce que la viande, ça a toujours été source, si tu veux, de fortune. D'ailleurs, c'est dans le monde paysan, parce qu'avant que l'humanité soit collée à la bourse, avant, la richesse, c'était quoi? On était riche parce qu'on avait quoi? Parce qu'on avait de la terre. On avait de la terre et du bétail. Et donc on faisait partie de l'aristocratie, voire de la noblesse. Bon, maintenant le bétail, ça ne compte plus, donc voilà quoi. Mais bon, moi j'essaye. Elle a raison, hein. Moi je sais que j'avais des difficultés de transit depuis que je mange un peu plus de légumes, un peu plus de fruits, et que j'essaie de manger de la viande uniquement le dimanche. Ça va beaucoup mieux. Ah, c'est le cadeau, donc c'est le dimanche. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et je voudrais dire deux petits mots vite fait pour la Syrie. Moi, je suis extrêmement choqué parce que quand je vois que c'est des musulmans qui se tuent entre eux, ça me bouffe. Tu peux pas t'imaginer, j'en suis malade. Mais ce qui m'étonne, c'est toutes ces gueules enfarinées qui se mettent à pleurer sur le sort des enfants syriens. Je me dis, vaut mieux tard que jamais. Mais quand Israël a exécuté 2500 Gazaouis en 15 jours, ça fait une moyenne de 180 morts par jour. On n'a pas attendu, il faut arrêter le massacre. On a entendu quoi? Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de tuer, Israël a le droit de bombarder, même les centres de l'ONU. Hein. Et à chaque fois, personne n'a été ému par les enfants gazaouis. Donc tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et j'aimerais bien que les musulmans du monde se ressaisissent et arrêtent de faire le jeu pour lesquels on les a destinés, parce que ce ne sont que des pions entre les mains de grandes puissances financières. Et enfin, quand tu vois, par exemple, tu prends la Russie, par exemple. Alors c'est drôle, la Russie,
Elle est rentrée en Syrie. Pourquoi elle est rentrée en Syrie? C'est sûrement pas pour les beaux yeux des Syriens, c'est parce qu'elle a eu peur d'être évincée de la Méditerranée. Donc, et comme par hasard, elle interdit à tout avion de survoler l'espace syrien, sauf les avions israéliens. Ils rentrent, ils sortent, ils bombardent, ils font ce qu'ils veulent. Donc vous voyez bien que même tout ça, c'est de l'hypocrisie. Puis un dernier mot pour Tariq Ramadan. Moi, ce qui me sidère, alors je juge pas l'homme parce que moi, ça se trouve, il a fait ce qu'on dit. Moi, je sais pas. Peut-être que c'est une crapule ce type. J'en sais rien. Moi, j'ai jamais suivi tout ça parce que moi, je suis agnostique et je ne lis pas de livres religieux, et j'écoute pas les discours religieux. Et je suis pas pratiquant. Simplement, moi, ce qui m'étonne, c'est que on ne respecte pas la procédure et la présomption d'innocence concernant Ramadan. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bon. Moi, je vois l'Hollandais, là, je veux dire, bon, il a fait ce qu'il a fait, il a tué la petite Maïs, etc. Le jour où on a constaté qu'il était mal, on n'a pas attendu 4 expertises médicales pour l'envoyer à l'hôpital, on l'a envoyé tout de suite. En psychiatrie. Et en psychiatrie ou ailleurs, mais s'il en avait besoin. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, je me souviens, c'est que on est tellement terrorisé dans ce pays par cette classe-là, cette petite minorité qui s'accapare tout, c'est que le premier qui oserait dire, écoutez, Tariq Ramadan, c'est un être comme tout le monde, et puis on n'a pas de preuves contre lui, ça se trouve il est innocent, mais c'est un mec qui perd son boulot. Il va être tout de suite rangé au milieu des terroristes, au milieu des islamistes, au milieu des salafistes, au milieu des frères musulmans, un mec qui aime pas la France. Simplement, un rappel à la procédure suffit pour vous coller une étiquette. Et comme disait, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, le mec de l'Iris, là. Pascal Boniface. Tu l'as vu dans le débat avec Zemmour. Bon, moi, il m'a fait un peu pitié, parce qu'on a l'impression qu'il était devant le tribunal. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je connais des milliers de journalistes qui pensent comme moi. Mais ils me disent tous la même chose. Si je parle, je perds mon boulot. Merci Karim en tout cas pour ton appel, et justement de Tariq Ramadan on va en parler. Bon, t'as réussi à moitié à convaincre Karim Oui, oui. Juste un petit mot peut-être pour lui répondre, parce qu'effectivement, alors là où il a raison, c'est qu'effectivement la consommation de viande c'est culturel. On n'est pas obligé de manger de la viande. Ça, tous les scientifiques sérieux montrent qu'en fait on n'a pas besoin forcément de manger de la viande. On peut vivre très bien sans viande. D'ailleurs, de plus en plus de végétariens, de plus en plus de personnes adoptent le régime végétarien. Ouais. Et il faut remarquer que de plus en plus de personnes de classe moyenne et supérieure adoptent le régime végétarien. On a très peu dans les classes populaires, donc à un moment donné peut-être il faut s'interroger là-dessus aussi. Donc c'est avant tout culturel la consommation de viande, mais effectivement en fait il faut être sur des enjeux éthiques, des enjeux environnementaux, des enjeux de santé aussi, et voir qu'en fait il s'agit pas d'arrêter de manger de la viande, il s'agit d'arrêter d'en manger tous les jours. Les gros problèmes de santé publique en Chine par exemple sont liés à la surconsommation de viande. Aux États-Unis c'est pareil, ils ont quand même réussi à faire consommer les Américains de la viande le matin avec l'histoire du bacon, etc. comme si c'était très culturel. Et enfin dernier mot par rapport à ce qu'il disait. Et il disait qu'il était originaire du désert, certainement Maghreb. Au Maghreb, par exemple, pendant des décennies, on mangeait très peu de viande, et au contraire, on était privilégié les légumineuses, par exemple. Aujourd'hui, il y a pratiquement plus de légumineuses, les lentilles, les haricots blancs, etc., qui sont, on le sait, très bons pour la santé, qui regorgent de protéines, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi redécouvrir les savoirs populaires, nos savoirs populaires, et puis les transmettre à nos enfants, et pas se contenter du grec, du McDo, voilà. Donc, c'est-à-dire pain. Voilà, tu pars à l'extrême là quand même. Non, mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'adolescents aujourd'hui qui mangent du pain, de la viande, des pommes de terre et du fromage. C'est ça la base du grec ou du McDo, et qui sont habitués à ça, et qui ils arrivent quand même. Moi, je connais des adolescents qui ne croisent pas un légume ou un fruit sur leur chemin tout au long de leur adolescence. Après, c'est culturel. Après, quand je dis obligé de manger de la viande, voilà, c'est un raccourci que j'ai pris. Mais la réalité de l'être humain, c'est qu'il est omnivore. Et à un moment donné, selon les régions, l'être humain va pas forcément manger la viande dans l'aspect vache. Il va manger peut-être des insectes parce que c'est là où il trouve les protéines. Il a besoin d'énergie pour survivre. L'être humain, comme n'importe quel être vivant, il a besoin les plantes ont besoin d'énergie, les êtres, les animaux ont besoin d'énergie, et l'être humain, quand l'énergie, il l'a trouvé dans la viande, il allait tuer un bœuf sauf que effectivement les cycles, les années, etc. ont fait que il y a eu une espèce d'habitude qui est rentrée. L'habitus est devenu peut-être une constante commerciale, même carrément une constante commerciale. C'est une réalité, il faut pas le nier. Et au 21e siècle, aujourd'hui, on peut se passer de beaucoup de choses et retrouver autrement. Mais c'est également une réalité qui est que c'est une réalité des peuples occidentaux, parce que
à un moment donné, les protéines, il y a des endroits où, voilà, si on peut leur apporter les protéines sous forme de viande, on va leur apporter. Sauf qu'ils ne l'ont pas ni sous forme d'insectes, ni sous forme de machin, parce que justement, il y a, voilà, la famine qu'il y a eu en Corée du Nord il y a plusieurs années. Moi, je voyais dans certains documentaires, etc. C'était à l'époque où je faisais justement mon commencement dans le journalisme. Très simplement, des gamins qui allaient manger leurs propres excréments pour pouvoir retrouver de la nourriture dans leurs excréments. Il y avait donc du riz, du maïs, et c'était ça la réalité. Donc, bon appétit, bien sûr. Voilà, c'est ça. Bon, alors, avant de parler du Maroc et de cette contestation qui a quelque peu faibli après la visite du chef du gouvernement, notamment du côté de Djerada, un petit tour du côté de la tribune publiée dans Mediapart à l'appel d'une 60aine de personnalités, dont François Burga, Marwan Mohamed, il y a également Ouria Boutelja qui dénonce, enfin qui demande justement l'équité dans la justice pour le cas Tariq Ramadan, qui, je rappelle, nouvelle audience prévue cet après-midi à 14h à huis clos, sauf que Tariq Ramadan a refusé de comparaître. Est-ce qu'elle est la bienvenue, cette tribune publiée dans Mediapart? Est-ce que ces personnalités qui décident à parler aujourd'hui, on le voit d'ailleurs de plus en plus se prononcer sur l'affaire Tariq Ramadan, l'ont peut-être fait un petit peu tardivement? Est-ce qu'ils le font par opportunisme? C'est les questions qu'on se pose. D'après vous, Fatima? Alors, concernant l'affaire Tariq Ramadan, comme on dit, alors moi je considère que ne pas se prononcer publiquement, notamment sur les réseaux sociaux, de manière ouverte, est un positionnement politique, et pour moi c'est le positionnement politique le plus sain. Voilà, j'ai énormément de choses à dire sur l'affaire Tariq Ramadan, mais je ne trouve pas opportun, pour ce qui me concerne, d'aller me précipiter sur la parole, même s'il se trouve que j'en parle beaucoup, mais dans d'autres espaces, mais en tout cas l'espace ouvert que sont les réseaux sociaux, je pense que politiquement faut pas y aller, parce que la question est très 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 complexe. Alors évidemment jamais je ne donnerai de grain à moudre à des médias qui sont les médias mainstream, qui sont racistes et qui utilisent n'importe quelle affaire en lien avec les droits des femmes pour justement pour stigmatiser encore davantage les hommes arabes, noirs, musulmans. Donc je ne donne pas de grain à moudre. D'un autre côté, j'ai des choses à dire aussi, j'aurais des choses à dire aussi sur l'affaire d'un autre point de vue, du coup que je me garde d'aller mettre comme ça sur la place publique. Mais c'est politique, c'est pas parce que je veux faire la Normande. Je pense que vraiment on ferait bien les uns et les autres aussi de pas se précipiter, que ce soit pour ou que ce soit contre, de réfléchir. Il se trouve que par exemple j'organise le 10 mars une journée qui s'intitule Féminisme au singulier. Et il y a un temps qui sera dédié à la question de la prise en charge des viols et des violences intrafamiliales dans le système français. Voilà, c'est-à-dire quelles sont les dispositions. Une personne qui est victime de viol, une femme, un enfant, quand ils sont victimes de viol, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Où est-ce qu'ils peuvent se plaindre? Qui peut les prendre en charge? Quels avocats, etc. Ça, je pense que c'est bien aussi d'être sur quelque chose de structurel. Il y a du travail à faire là-dessus, hein. Oui, de manière structurelle, sans stigmatiser comme ça, parce qu'il y a une vraie culture du viol en réalité en France, qui est produite par le système français. Voilà, il se trouve qu'il y a plus de 100 000 femmes qui subissent des agressions sexuelles et des viols chaque année en France. Voilà, c'est pas Tariq Ramadan qui les a toutes violées. Et j'ai l'impression que de focaliser comme ça sur cet individu met complètement en silence la réalité de cette question qui est très très grave. D'un autre côté, il y a aussi la question de la justice coloniale, justice raciste. Je profite de l'occasion du coup qui m'est donnée là en parlant de Tariq Ramadan pour dire que demain à 9h devant le tribunal de Pontoise, les uns et les autres sommes attendus pour exiger la libération de Bagui Traoré, qui est un prisonnier politique et qui pour le coup subit un traitement raciste colonial aussi, c'est-à-dire qu'il est en détention la provisoire entre guillemets, c'est-à-dire qu'il attend son procès en prison également. Pour le coup, lui, on peut sans ambiguïté dire que c'est un prisonnier politique et qu'il faut exiger sa libération. Bagui qui était venu dans le studio, je crois. Oui, Bagui était venu dans le studio justement pour nous parler de l'affaire Adama Traoré. Il reste toujours en prison. Il y a combien? 3 frères, je crois. Oui, 3 frères, exactement. 3 frères. J'ai un doute sur le fait que ce soit Bagui qui soit venu dans le studio. Bref. Youssouf peut-être. Youssouf, voilà, c'est Youssouf, pardon. Youssouf qui était venu et qui lui est retourné aussi en prison. Exactement. Voilà. Enver sur l'affaire Tariq Ramadan et sur ces personnalités qui s'expriment, qui demandent
à ce que finalement la présomption d'innocence soit respectée pour Tariq Ramadan. Ne se prononce pas du tout sur le fait de l'affaire, mais sur le traitement de cette affaire. C'est là où à un moment donné on vit dans une société qui excusez-moi du terme, part totalement en vrille, parce que justement ces personnes malheureusement malheureusement ne devraient pas être juste 60. Parce que là, imaginons qu'on sort du contexte, effectivement, qu'ils soient musulmans et autres. On va pas parler du complot ou autre. Voilà, comme beaucoup de prisonniers aujourd'hui, ces droits sont bafoués. C'est aussi simple que ça. Ces droits sont bafoués, et le truc, c'est que tous les défenseurs qui arrêtent pas de parler chaque jour, j'appelle les Badinter et autres, etc., tout ça, qui ont des combats très très nobles, on ne les entend pas, justement, sur les droits bafoués. Et je pense qu'à un moment donné, notre société française doit peut-être se remettre en question sur la manière dont elle traite ces prisonniers, qui soient, connus ou moins connus, que ce soit Bagui Traoré, Tariq Ramadan ou la personne lambda, etc. Je suis pas en train de dire qu'à un moment donné, je suis contre ou pour la peine de mort ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, on a voté pour des gens, à un moment donné de cette société au 20e et puis au 21e siècle. Ces gens ont fait en sorte de voter pour des lois. Ces lois sont là, et à un moment donné on ne les respecte pas. Dans un instant, Enver, on va découvrir ton avis tranché, puis après nous prendrons la direction du Maroc, et plus précisément de Gerada, dans un instant sur France Maghreb 2, et on parlera aussi un peu de Salah Hamouri, parce que la date donc de sa libération espérée, le 28 février, est-ce qu'Israël peut ou va continuer de continuer à le laisser en prison sans aucune justification? Il y a de grandes chances si effectivement la mobilisation ne s'amplifie pas. Il y avait une soirée d'organisée la semaine dernière. 3 politiques sont venus. Je vous en cite 2. Clémentine Autain, Benoît Hamon. À tout de suite sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous et un bon début de soirée. Bon retour à la maison dans les embouteillages. Oui. LGF, le grand forum, votre émission sur France Maghreb 2, avec cette question: est-ce que vous partagez l'avis du ministre Jean-Yves Le Drian sur le cataclysme humanitaire en Syrie à venir selon lui? Eh bien, vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour l'heure, vous êtes en grande majorité, on le disait tout à l'heure, à partager l'avis du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Pour l'heure, c'est le deuxième avis tranché de notre ami Enver de Santos. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et preuve que, au travers des avis tranchés, il y a beaucoup de sujets, des sujets aussi différents. Ainsi, nous avons parlé de la viande tout à l'heure, et avec Enver, on va parler de tout à fait autre chose, n'est-ce pas, mon ami Enver? Exactement. On va parler tout simplement de l'engagement. On va parler de l'engagement et de cette capacité que nous avons ou que nous aurons à ne plus réagir mais agir. Et mon avis tranché s'appelle génération de victimisation ou génération prête à l'action. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. C'est ce qu'on ne cesse de se répéter en se persuadant que c'est vrai, que ceux qui nous dirigent se le disent. C'est une chose que nous ne pensions et vivions comme si de rien n'était. Voilà, ça m'indigne. Le paradoxe est que nous sommes heureusement Le paradoxe, en fait, c'est que nous sommes nombreux à nous indigner, et feu Stéphane Hessel a heureusement contribué ce que nous commencions à faire. Mais combien de nous s'indignent et agissent pour ne pas réagir? Les affaires Théo, Ramadan, Ménel, Fraisse, Wissam, Traoré, et je crois que ma page aurait peut-être pas suffisamment d'espace pour toutes les citer. Ces affaires nous font réagir alors que nous aurions dû agir, à la manière de nouvelles populations qui, immigrant en France dans un système de globalisation toujours efficace, ne perdent pas de temps pour devenir propriétaires ou faire de commerce. Beaucoup d'entre nous, qui sommes pourtant nés en France, agissent encore comme des inconnus en terre inconnue, subissant les méandres de l'administration, les bavures de certains et encaissant les insultes des autres. Alors aujourd'hui, je ne dirais pas j'accuse, mais j'invite toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ce court cheminement de réflexion à ne pas réagir mais à agir, à faire un choix clair qui est de se mobiliser ou se taire à jamais. Pour cela, les solutions sont nombreuses à différentes échelles.
Je ne vous demande aucunement d'être insoumis. Pour moi, certains se sont trop compromis. Je vous demande de nous éduquer, de nous impliquer encore plus dans l'éducation de nos enfants, de créer des lobbies qui défendent les nôtres, des lobbies qui empêcheront le pire. Certains d'entre nous sont riches et préfèrent investir dans le sport ou l'immobilier. N'en déplaise, je ne leur jetterai pas la pierre, mais soyons sérieux. Peut-on continuer à crier au complot de certains quand alors qu'ils investissent dans les médias, nous investissons dans le foot et pas dans la réussite des nôtres? Ce que notre société vit est grave. Le racisme, la violence, la banalisation de l'exploitation sexuelle, les morts de la rue, autant de gouttes de sang que les nôtres perdent. Et vous me demanderez si quand je parle des nôtres, je parle des musulmans. Alors à ceci, je répondrai oui, mais pas seulement, par 2 citations. La première, à compter de ce jour jusqu'à la fin du monde, sans que de nous s'en souviennent, de nous cette poignée, cette heureuse poignée d'hommes, cette bande de frères, car quiconque aujourd'hui verse son sang avec moi sera mon frère, si humble qu'il soit. Ce jour abnoblira sa condition. Acte 4, scène 3 de Henri V de William Shakespeare. Si on est livré à nous-mêmes, le combat, faut qu'on livre nous-mêmes. Il ne suffit pas de chanter, regarde comme il nous malmène. Il faut que tu apprennes, que tu comprennes et que tu entreprennes. Avant de créer, c'est pas la peine. Avant de crier, pardon, c'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieusard et fier de l'être. Même si je le crie, le cœur serré. Et si tu pleures, pleure des larmes de détermination. Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Kerry James, banlieusard. Super, merci beaucoup Enver pour cet avis tranché. Fatima, qu'en penses-tu? Petite réaction? Je trouvais ça déjà très très beau, très bien écrit. Merci. Et puis oui, effectivement, on peut pas se contenter de réagir, mais d'agir. Alors, par exemple, sur le fait de réagir systématiquement au buzz médiatique, ça, c'est vrai que c'est devenu assez spectaculaire, quoi. C'est catastrophique. C'est que les gens ne s'engagent pas sur la longueur, sur la durée, sur des luttes concrètes, notamment au niveau local, mais se contentent de réagir occasionnellement, ponctuellement, sans lendemain, à des affaires qui sont complètement portées, instrumentalisées par les médias. Donc, effectivement, revenir à des combats, à des luttes sur la durée, sans forcément répondre aux injonctions et aux débats qui sont imposés par BFM et CNews, et c'est de construire ensemble de manière collective. Bon, c'est évidemment très très difficile parce que c'est justement là qu'on a des entraves et des bâtons dans les roues en réalité. C'est quand on s'organise au niveau local et sur des vrais sujets et en profondeur. C'est tellement plus simple de simplement faire un petit statut Facebook ou de simplement tweeter, même de manière très radicale et très virulente. S'organiser politiquement au niveau local, même sur des bases très pas radicales du tout, et beaucoup plus compliqué que de réagir simplement à l'actu. Mais c'est un travail qu'on doit tous porter. C'est là aussi l'intérêt de transmettre, parce que on vient pas de nulle part. Il y a des militants qui se sont battus. Je pense par exemple au MIB, mais je pense que Youssef Brakni en a beaucoup parlé, du mouvement immigration de banlieue, où là il y avait cette tradition de ne pas réagir mais d'agir, d'être sur la longueur, sur plusieurs années, notamment contre les violences policières, sur des affaires, sur des histoires de logement, etc. Ça s'est un petit peu perdu, mais voilà, c'est pas perdu. Il faut essayer de renouer avec cette tradition-là. Bon, alors on part au Maroc, un endroit que tu connais particulièrement bien, Fatima. Oui, effectivement, je suis marocaine. Oui, effectivement, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Dit comme ça, c'est bizarre. Oui, bah bien sûr. Je suis honorée d'être marocaine. Je sens comme une taquinerie. Non, du tout. Pas de ça dans ma bouche. On va parler de ces habitants de cette ancienne ville minière qui se sont donné un délai de réflexion avant de répondre au plan de développement proposé par le chef du gouvernement marocain, El Othmani, il y a 10 jours. En attendant, aucune mobilisation, aucune manifestation ont été enregistrées, sauf erreur de ma part. Un calme précaire semble être revenu dans cette ville de Gerada, donc 10 jours après la visite du chef du gouvernement. Les annonces du gouvernement, du chef du gouvernement, censé sortir donc cette région de son enclavement. Il n'y a plus
de protestation pour l'heure devant la municipalité depuis cette date, rapporte notamment à Jeune Afrique Abdelwahab Oumani, qui est membre de la section locale de la Confédération démocratique du travail, un syndicat implanté dans la ville. Selon des sources sur place, le débat se déroule tous les jours dans des lieux différents dans cette ville à la frontière avec l'Algérie. Des assemblées qui rassemblent hommes et femmes. D'un côté, il y a ceux qui prônent l'arrêt total des protestations, et de l'autre, ceux qui veulent continuer la mobilisation, la pression sur les autorités afin de pousser celles-ci à appliquer dans les plus brefs délais les engagements pris. Donc 4 centrales syndicales et un parti politique notamment se sont dissatisfaits de l'initiative gouvernementale, mais appellent l'équipe de Lotmani à trouver des solutions à certains problèmes en suspens, notamment en particulier réclament le renforcement du réseau routier entre Gerada et d'autres villes et la création également d'un campus universitaire. Fatima, sur ces contestations, parce qu'il y en a eu plusieurs, et on s'arrête si vous le voulez bien sur Gerada. Est-ce que El Othmani, qui est le jeune chef du gouvernement marocain, qui a pris ses fonctions il n'y a pas très très longtemps, semble peut-être avoir trouvé les mots et pour essayer de calmer cette population? Déjà, je tiens à dire quand même que je tiens à remarquer, à noter, à saluer la grande maturité politique du peuple marocain, la grande résistance, mais en même temps, oui, cette maturité politique, ce pacifisme, malgré des morts, parce que à Gerada comme ailleurs, il y a des morts. Il s'agit d'un mort tué, enfin qui est mort dans une mine en décembre, un autre là très récemment, je crois que c'était en février. Enfin, c'est des morts à chaque fois, et la réaction, elle est pacifique. Il s'agit de manifestations. Vous savez qu'on a appelé le mouvement de contestation à Gerada, le Hirak de Gerada, comme en référence au Hirak du Rif, qui était aussi un mouvement de contestation pacifique. Donc il s'agit de manifestations pacifiques. Là encore, une grande maturité politique, puisque le chef du gouvernement arrive, fait un certain nombre de propositions, et on ne réagit pas tout de suite. D'abord, on organise une concertation auprès des hommes et des femmes pour demander l'avis, pour déjà faire un travail d'information. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même accès à l'information, tout le monde ne comprend pas de la même manière l'information, donc il y a déjà ce travail d'information, de diffusion de l'information qui est fait, et donc ça prend du temps pour réfléchir, etc. À ce qui a été proposé. Alors il me semble que l'une des revendications, c'est de pouvoir bénéficier d'électricité, oui, il me semble que c'est l'électricité et l'eau gratuite pendant un temps donné. Il me semble que ça a été totalement refusé. Donc effectivement, il y a la proposition du campus universitaire, le réseau routier, etc. Bon, je sais pas dans quelle mesure ça satisfait complètement les revendications de départ. Il me semble qu'il y avait aussi une volonté d'anticorruption, c'est-à-dire de pénaliser, justement, de sanctionner les barons du charbon, comme on les appelle là-bas. Il y a eu des sanctions de prise déjà, parce qu'on y apprend que selon un communiqué de la préfecture de Gerada, suite aux contestations, les autorités marocaines ont procédé à 5 retraits de permis pour non-respect des cahiers des charges. En tout cas, El Othmani avait dit: j'irai jusqu'au bout en ce qui concerne donc éviter à ceux qui se font de l'argent sur le dos des pauvres, en fait. Voilà, et je pense que là, la question, c'est de savoir si la population croit en ces annonces. Alors je dis pas que ce sont de fausses annonces, mais qu'en tout cas, voilà, je pense que la question, c'est est-ce qu'on croit à ces annonces qui ont été faites, parce que la corruption quand même au Maroc, mais comme ailleurs, je dis pas qu'il y a plus de corruption au Maroc qu'ailleurs, mais c'est quand même un très très grave problème. La preuve, c'est que ça tue des gens, et donc voilà, je pense que c'est ça qui se joue en ce moment. C'est est-ce qu'on peut croire aux annonces qui ont été faites par le gouvernement, et notamment pour ce qui concerne ces gens qui font des profit sur la vie des populations marocaines. Plus généralement au Maroc, il y a en ce moment quelque chose qui se joue en termes de contestation sociale d'un côté et de refus des injustices, et puis de l'autre un État qui doit gérer cette contestation, et qui essaie de doser, qui essaie de faire en sorte que ça ne bascule pas vers quelque chose de plus violent, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, grâce à la maturité politique du peuple marocain, tout se fait de manière pacifique. Et je pense qu'il y a ce dosage-là qui est en train de se chercher en ce moment dans la stratégie de l'État marocain. Enver, un petit mot là-dessus? Je sais pas si tu suis ça de près, ce qui se passe, cette contestation. Et spécifiquement, depuis qu'il y avait eu... Est-ce qu'on fait en Fatima, le dernièrement en date, c'est le 1er février, à Gerada.
Bah moi j'ai commencé à suivre depuis que des amis au Maroc m'en avaient parlé, mais également depuis qu'il y avait eu ce mort donc broyé dans la benne. Mohsin Feki. Exactement, Mohsin Feki, paix à son âme. Et l'idée c'est un peu ce que disait Hanan dans son avis tranché la fois dernière, indirectement. Et c'est là où je comprends pas justement, et pas simplement au Maroc, mais voilà, le peuple se soulève, mais il y a encore des gens qui, malgré l'évidence qui est qu'il faut réagir, restent comme ça en admiration devant des gens qui malheureusement les exploitent et leur prennent tout. Tu veux réveiller le nationalisme là? Bah après c'est pour ça que je dis que c'est pas simplement propre au Maroc, c'est également en France, on le voit aux États-Unis, on le voit dans la plupart des pays aujourd'hui. C'est que l'histoire du 1%, c'est pas juste la France, c'est pas juste le Maroc. Il y a 1% de personnes sur cette planète qui possèdent toutes les richesses et qui nous la font à l'envers. Et le truc, c'est qu'on est là, nationalisme, à défendre des drapeaux, des pays, des territoires qui seront encore là quand on sera mort. Mais tu parles d'ici ou de là-bas? Tu parles de la population qui reste sans réagir ici ou là-bas? Un peu partout. Il y a une partie de la population qui réagit, bien évidemment, et ça se voit. Et franchement, je leur souhaite, vraiment, je leur tire mon chapeau parce que je sais que c'est difficile. Voilà, parce et qu'il y a des conséquences. Voilà. Ils manifestent, ils se bougent au péril de leur vie. Ils se bougent au péril de leur vie. Il y a plusieurs centaines de prisonniers politiques quand même au Maroc. Exactement. Dans le Rif, il y a plusieurs centaines de prisonniers politiques. Et s'ils ont été emprisonnés, c'est parce qu'ils ont manifesté. Voilà. Ça va être dénoncé d'ailleurs par des ONG. Hein. Alors oui, plus ou moins, mais il n'y a pas eu la levée de bouclier qu'il peut y avoir sur d'autres soulèvements dans le monde. Voilà, le Rif, ça a plutôt été tué par la presse internationale. Mais ce que je veux dire, c'est que les Marocains se soulèvent. Voilà, ils se soulèvent plutôt massivement. Après, c'est difficile. Par exemple, à un moment donné, à Al-Hoceima dans le Rif, il y avait 25 000 policiers, soldats, etc. En tout cas, force de l'ordre, entre guillemets, force de l'ordre, pour 50 000 habitants. 25 000 pour 50 000. Je veux dire, un pour deux. Donc, c'est des conditions de manifestation très, très, très difficiles. Et pourtant, ils sont là. Ils se soulèvent, etc. Et je trouve que, moi, en ce moment, que le peuple marocain a des leçons de dignité, de courage à donner, tout en restant dans quelque chose de pacifique. Voilà, c'est-à-dire que moi, ceux que j'attaque, c'est vraiment ceux qui, justement, disent qu'ils n'ont pas raison de se soulever. Ici, voilà. Et ici en France, c'est de la folie. Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris ton propos, Enver, tu te soulèves contre ceux qui dénoncent, j'allais dire de loin, ceux qui se bougent pour manifester au péril de leur vie. Voilà, en défendant ici assis confortablement sur leur canapé devant Beansport. Exactement. En train de critiquer ceux qui agissent et essaient de se faire respecter, qui risquent leur vie. Parce qu'ici, tu fais une manifestation, tu vas avoir un flashball. Après, effectivement, malheureusement, il y a eu un mort en la personne de Rémi Fraisse, et il y en a eu d'autres malheureusement qui ont beaucoup plus souffert. Mais ici en France, quand tu vas manifester, tu vas pas vivre ce que tu vas dans des pays comme au Maroc, quoi. Et le Maroc, c'est pas un pays barbare, c'est une civilisation. Voilà, c'est un royaume. Il y a des lois, il y a des choses, mais le traitement est différent. Donc les gens, ils sont bien gentils à dire tout fort, ouais, machin, etc. T'es ça parce que tu dis qu'il se passe des choses dans ton pays et patati patata. Mais je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Je rappelle quand même, voilà, petite parenthèse, qu'il y a les manifestations en 2014 en soutien à la Palestine, pendant que des Palestiniens étaient massacrés, ont été interdites par Manuel Valls. Donc la France, c'est pas non plus le pays de la liberté de manifester, etc. Moi, je parle au niveau des conséquences, voilà. Au niveau des conséquences. Il y a des gens qui ont été emprisonnés à l'époque, qui ont été emprisonnés du simple fait qu'ils manifestaient. Donc la France, c'est pas non plus le pays des droits de la manifestation. Du tout. Amnesty International nous a déjà épinglé, ils l'ont bien fait. C'est juste que en France, par rapport à certains pays, tu vas pas prendre une balle dans la tête si tu cries à mort le président. Oui, en sachant que là, on en parlait tout à l'heure, tous les frères d'Adama Traoré, paix à son âme, sont en prison. Beaucoup de ses amis sont en prison, etc. Du simple fait qu'ils se mobilisent pour avoir la justice. Exactement. Et on est en France, donc non, je pense pas qu'il faille considérer que en France on a plus de chance parce que ce serait un pays où politiquement on pourrait mieux s'exprimer, plus manifester, etc. C'est pas plus de chance, c'est vraiment les gens. Voilà, enfin, moi, c'est vraiment pas dans le côté où on a plus de chance en France, parce que moi, je suis pas dans l'ethnocentrisme. Vraiment, moi je te rejoins totalement. C'est vraiment dans ce côté où à un moment donné, les gens doivent se bouger. Les gens doivent se bouger et comprendre que on est dans des pays à géométrie variable. C'est que certes, à un moment donné, bah voilà, t'es en France, il va y avoir des conséquences. Les bavures en sont la preuve. L'affaire Théo, l'affaire Traoré. On peut citer Wissam. Il y en a plein.
Mais la réalité, c'est que cette géométrie variable ne permet pas d'aller dire qu'un peuple qui justement risque la mort rien qu'en disant du mal d'une personne, parce qu'en France on pourra dire ce qu'on veut, tu vas pas mourir directement si voilà, devant un policier tu dis Macron c'est un escroc, alors que dans certains pays, moi je vais donner le cas de l'Angola voilà, en Angola qui est le pays de mes parents, tu vas dire certaines choses sur certains, juste le maire de la ville, t'es pas sûr de réapparaître. Oui, mais en même temps, alors pardon, mais j'insiste un petit peu. En France, Voilà. tu portes une barbe dans certains secteurs d'activité, tu peux être viré, tu peux subir des coups, de la répression, Bien des évidemment. violences physiques du simple fait de porter un foulard sur la tête, etc. Donc c'est pas si simple vraiment exprimer certaines positions politiques aujourd'hui. Si tu peux être harcelé sur Twitter par exemple par tout ce qui concerne le printemps républicain et toute la fachosphère, ils peuvent te faire virer de ton boulot, ils peuvent interdire des conférences à l'université où ça passe simplement d'islamophobie. Donc non, je trouve qu'on vraiment, on est dans un contexte en France tellement fascisant qu'on peut encore moins aujourd'hui qu'hier, pardon, dire que voilà, il y a quand même un traitement différent. Voilà. Youssef le disait hier, il faut un débat sur le racisme. Il faut un débat sur le racisme parce qu'on a réussi à mettre en désaccord Redouane Moumin et Youssef Brakni à la fin de l'émission. Il va falloir qu'on fasse une émission spéciale. Fatima Enver, un petit mot rapide avant vos coups de cœur concernant l'affaire Salah Hamouri. Vous savez, Salah Hamouri, c'est ce franco-palestinien dont pas grand média n'évoque l'affaire, pour ne pas dire d'ailleurs quasiment aucun. Salah Hamouri est ce franco-palestinien qui est en prison depuis le mois d'août dernier, enfermé sans aucune raison par Israël, comme elle a l'habitude de le faire. Et ça date donc c'est le 28 février où normalement prend fin cet emprisonnement. Sauf que notamment le comité de soutien Salah Hamouri, par la voix de son épouse, mais aussi porte-parole de ce comité, Elsa Lefort, dit attention, on risque à force de pas trop se mobiliser, on risque de faire oublier le sort de Salah, et surtout le fait que le 28 février prochain, Israël puisse continuer de renouveler sans cesse et sans aucune justification son incarcération dans une prison israélienne. Elle interpelle aussi le gouvernement français également le président de la République, à qui elle dit effectivement on a eu également à constater que vous êtes intervenu, mais pas forcément pas assez, puisque la preuve, ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé, et c'est-à-dire que la France ne représente pas grand-chose. C'est ce que dit Elsa Lefort. Est-ce que vous pensez alors je vais quand même citer deux politiques qui sont partis à cette soirée de soutien à Salah Hamouri qui avait lieu à Ivry-sur-Seine dans le 94 le 16 février dernier. Benoît Hamon, Clémentine Autain sont les deux personnalités politiques qui se sont déplacées pour soutenir Salah Hamouri. Bon, pour le reste, évidemment, on les cherche encore. Salah Hamouri, est-ce que vous comprenez que son sort soit aux abonnés absents, je veux dire d'un point de vue médiatique, mais aussi d'un point de vue de ceux qui défendent cette cause juste qu'est la Palestine. Et voilà. Alors Salah Hamouri, d'abord, est-ce que c'est quelqu'un pour lequel il faut se battre pour obtenir sa libération, au même titre que la mairie de Paris avait affiché en grande pompe le soldat Gilad Shalit et un certain nombre d'autres exemples. Salah Hamouri, je rappelle que le Conseil de Paris avait refusé justement de soutenir Salah Hamouri. Enver. Bah écoute, moi je suis tout à fait pour soutenir Salah Hamouri. Le problème c'est qu'en France, tu vois, je vais te le dire sous forme de blague. C'est un peu la même légende que tu es français quand tu gagnes et tu es franco-algérien quand tu mets un coup de boule pendant une demi-finale. Zidane. Ou tu es franco-camerounais quand tu perds à un match de MMA. Ou tu es franco-ceci. En gros, ou même on va dire, t'es même plus franco quelque chose. T'es le joueur ou le sportif d'origine. Et là c'est la même chose. Sauf qu'on est c'est un combat politique. C'est un combat politique et on peut pas faire de blagues dessus. Et la réalité, c'est que parce que politiquement, la mairie de Paris a décidé d'abandonner un citoyen français parce que il y a, des relations politiques avec l'État dans lequel il est emprisonné. Fatima, sur le sort de Salah Hamouri en 30 secondes. Il faut se mobiliser. C'est un rapport de force politique, effectivement. La libération de Salah Hamouri, l'emprisonnement de Salah Hamouri, c'est un rapport de force politique défavorable.
c'est pour ça qu'il est en prison, en détention administrative, comme ils disent. Sa libération, ce sera le résultat d'un rapport de force politique que les soutiens de Salah Hamouri auront réussi à faire. Alors, je salue le combat d'Elsa Lefort, de Claude Lefort, des villes qui ont fait citoyen d'honneur Salah Hamouri, des villes qui ont soutenu, etc. Benoît Hamon, effectivement, qui est venu à la soirée à Ivry, Clémentine Autain, je crois qu'il y avait Pouria aussi, alors je me souviens plus de son nom, PS. Amir Chahi, non, il y était pas. Si, il y était. Ah bon? Si, il y a des photos qui l'attestent. Ah bon? Donc il y était aussi. Donc voilà, je salue le soutien, le courage des personnes qui se battent pour qu'ils soient libérés. En même temps, en ce moment, qui parle de la Palestine, qui se soucie de la Palestine, qui se mobilise pour la Palestine, c'est quand même pas le sujet qui est au centre. C'est pas très tendance, on va dire. Mais complètement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, le pauvre peuple palestinien, qui est complètement, quasiment abandonné, alors qu'il faut pas lâcher le rapport de force politique. Il y a que ça qui pourra faire plier Israël. Et alors sur la ville de Paris, il se trouve que la ville de Paris mène une politique de soutien sioniste. Il n'y a pas d'autre mot. Vous vous souvenez, il y a quelques années, le Tel Aviv sur Seine. Il se passe pas un an sans que Israël soit mis à l'honneur. D'un point de vue culturel, d'un point de vue partenarial, etc., etc. Donc, il fallait pas attendre de la ville de Paris qu'elle affiche un soutien malgré effectivement la nationalité française de Salah Hamouri. Dans un instant, coup de cœur et Libertad sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Fatima Wassak et Enver de Santos qui sont avec nous aujourd'hui. Et voici le coup de cœur de Fatima Wassak. Fatima, on t'écoute pour ton coup de cœur. Oui, alors je voulais parler de Jamila Bouhired, grande résistante algérienne, à l'occasion de son accueil triomphal en Égypte en ce moment pour un festival de cinéma. Elle est d'ailleurs accueillie par la fille de Nasser, qu'il avait accueillie à l'époque, fille de Nasser qui était trop jeune à l'époque pour l'accueillir comme il se doit et qui faisait part de son enthousiasme à l'idée de la revoir après autant d'années. Alors pour parler de Jamila Bouhired, j'aimerais vous lire un petit texte que j'avais écrit il y a quelques années, texte dont je suis très très fière, voilà, et qui va donner un peu une idée de ce qu'est cette grande dame. Nous sommes en 1957 à Alger et Jamila Bouhired, résistante, poseuse de bombes, membre du FLN, est à la barre des accusés. Après avoir été torturée, elle est ici jugée par le tribunal militaire du régime colonial français pour terrorisme. Le juge demande le silence. Il va rendre son verdict. La sentence tombe. Jamila Bouhired est condamnée à mort. Contre toute attente, Jamila Bouhired éclate de rire. Et ce n'est pas un petit rire nerveux et gêné. Son rire explose littéralement dans la face des magistrats effarés. Alors que l'Empire français, vêtu de sa robe noire la plus solennelle et la plus intimidante, vient de la condamner à mort, cette sale petite indigène ose se fendre la poire. « Mais l'heure est grave, mademoiselle !» s'égosille le juge, dont la voix est couverte par le rire frondeur. « Non, l'heure n'est pas grave, semble-t-elle lui rire. Tu ne juges rien du tout, petit Français. Tu ne condamnes rien du tout. Tu peux me tuer si ça te chante. Tu ne tueras pas la résistance du peuple algérien, ni celle de tous les peuples que tu opprimes. Ta fin est proche, petit Français. La libération de l'Algérie, de l'Afrique et de tous les pays que tu as colonisés est inéluctable. » Jamila Bouhired rit au nez des juges français, comme Ali Lapointe crache au visage des colons qui le bousculent avec mépris dans les rues d'Alger. Le nif par le crachat, le nif par le rire. Jamila Bouhired, incarne plus que quiconque le nif à l'algérienne. Elle rit malgré la peur, malgré la terreur qui s'empare d'elle à l'idée que demain, après-demain peut-être, on va lui trancher la tête. Elle rit aux éclats. À l'heure où militer se résume à être en sueur parce qu'on met une photo d'Angela Davis ou une citation de Sayad en statut Facebook, la militance de Jamila Bouhired, ça calme l'orgueil. Fatima, la fille du prophète Mohammed, salam, commence par pleurer quand son père, affaibli par la maladie, lui annonce sa mort très prochaine. Mais lorsqu'il ajoute qu'elle le rejoindra bientôt et qu'elle sera la première à le faire, elle se met à rire. Comme Fatima, Jamila Bouhired a la foi. Elle croit en la justice, en la nécessité de lutter pour se libérer de l'oppression. C'est parce qu'elle a la foi qu'elle rit. Qu'elle reste debout, malgré les coups, pour la faire plier. Après que la sentence du tribunal ait été prononcée, de retour en cellule, elle s'active à rédiger la déclaration qu'elle projette de lire devant la guillotine, juste avant qu'on ne la décapite. Servir la cause et se battre jusqu'au bout. Que l'Algérie vive libre, Inch'Allah, prévoit-elle de conclure.
Immensément populaire dans les pays du tiers-monde, le monde arabe en particulier, Jamila Bouhired est libérée en 1962 grâce à une campagne de soutien international orchestrée par son avocat, Jacques Vergès, qui deviendra aussi son mari et le père de ses enfants. Le même Jacques Vergès devient quelques années plus tard l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah, combattant libanais, anti-impérialiste et pour la libération de la Palestine. Lors de son procès en 87, comme l'avait fait Jamila Bouhired, Georges Abdallah rit de la mascarade qui se joue dans les tribunaux français, dès lors qu'il s'agit de combattants arabes jugés pour terrorisme. Moquant les juges, il leur lance « Je suis ici, messieurs, pour vous demander simplement de bien vouloir laver vos mains maculées de notre sang et du sang de nos mômes avant de prétendre nous juger. » Aujourd'hui, Jamila Bouhired se rend à Gaza parce qu'elle ne renie rien et qu'elle continue le combat. Quant à Georges Abdallah, il est toujours emprisonné en France parce qu'il ne renie rien et qu'il continue le combat. Les deux militants travaillent au même destin, d'Alger à Gaza, en passant par Paris. Leur trajectoire individuelle impressionnante de cohérence et de constance politique montre que l'histoire de nos luttes a un sens. Un socle commun et partagé. La grande Jamila Bouhired se rend à Gaza, elle se rend aujourd'hui en Égypte, que la Palestine vive, libre, Inch'Allah. Voilà pour le texte. Je voulais juste ajouter un petit mot, c'est qu'on a fait il y a quelques années, quelques mamans et moi, on a organisé des ateliers avec les enfants autour du rire de Jamila Bouhired. Donc il s'agit d'ateliers peinture, où il s'agissait de dessiner Jamila Bouhired dans cette situation face aux juges français, et d'ateliers théâtre aussi, où c'était une petite scène comme ça qui se jouait de la même manière au théâtre avec Jacques Vergès comme avocat, et ça avait vraiment super bien marché, quoi. Enfin, le centre social était bondé à chaque fois. Les familles venaient, les enfants venaient. Et alors pour nous aujourd'hui, alors c'était à Bagnolet. Pour nous aujourd'hui, vraiment, ce serait magnifique qu'on puisse faire venir Jamila Bouhired à Paris, à Bagnolet en particulier, que les petites filles en particulier, à qui on n'arrête pas de dire que leur maman, leur grand-maman, etc. sont soumises, sont pas soumises, etc. En fait, uniquement d'être dans la rhétorique comme ça de la soumission, leur dire déjà à l'époque, non, les femmes arabes ne sont pas, les femmes africaines ne sont pas que dans quelque chose de soumis ou de, c'est aussi des femmes qui ont combattu, qui se sont battues pour leur pays, qui ont mené leur pays à la victoire, parce que c'est ça qu'il faut préciser, c'est que Jamila Bouhired et les autres moudjahidettes ont mené l'Algérie à la victoire, elles ont libéré leur pays. Donc c'est important de transmettre ça aux petites. Et voilà, nous en ce moment on essaie de travailler à faire venir Jamila Bouhired ici en France, pour que les petites filles de l'époque, en fait, qui ont grandi, qui sont devenues adolescentes et un peu plus grandes aujourd'hui, puissent la rencontrer. Merci ma chère Fatima. La prochaine, il va falloir faire plus court. Hein. Ah oui. Parce que là, il est 18h. Enver, je suis désolé, non, mais j'ai pas le temps. Ça va. C'était magnifique et tu vois, c'est un modèle de réussite. Voilà, il faut des modèles de réussite et je crois que Jamila Bouhired. On a pu faire un avis tranché, même limite de ton texte, qui était pas mal. Ah grave. Ma chère Fatima. Alors juste avant de partir, il y a un auditeur qui souhaitait te féliciter, Fatima. On le prend quand même. Oui, bonjour. Très ému. Là, je félicite Madame Fatima. Vraiment, je tiens à cœur. Mille merci à tout ce que vous avez dit par la série. On manque des femmes comme vous, de Nord d'Afrique, droit dans leurs bottes. Voilà. Waouh. La grande classe. Oui. Merci, docteur. Je suis tombé amoureux de toutes ces idées, de tout ce qu'elle a dit, surtout sur la Syrie. Malheureusement, il n'y aura pas toutes ces boucheries et ces tueries. Voilà ce que je vous dis, Fatima, de tout mon cœur et de mon cerveau. Voilà. Merci, docteur. Merci, donc, docteur. Vous avez conquis nos auditeurs, c'est un succès Fatima. pour une première. Ça y est, tu les as conquis. Bon, peut-être une dernière au 01 40 39 000 dans un Libertad plus court que jamais. Si vous voulez prendre la parole, c'est maintenant, tout de suite. 01 40. On n'a pas de nouveau pour l'affaire Tariq Ramadan? Non, pas de dépêche pour l'instant concernant la libération ou non de Tariq Ramadan. On rappelle, ça devrait tomber normalement ce soir. Allô, bonsoir. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Abdelhakim de Niort. Abdelhakim, tu nous appelles d'où? De Niort. De Niort. Tu nous écoutes comment là-bas à Niort? On n'a pas de fréquence là-bas. Avec l'application. Avec l'application France Maghreb 2, bravo. Excellent. Bravo. Téléchargez, n'oubliez pas de la télécharger. Je suis un fidèle, hein. Ah bah c'est bien ça. Fidèle de la radio, fidèle de Medjahed, donc. Fidèle de Medjahed, il arrive dans un instant, t'inquiète. Ah bah c'est top. Justement, moi j'ai appelé, je voulais justement apporter mon soutien à notre frère Tariq Ramadan. Ouais. Et je voulais lancer un appel à faire une pétition pour sa libération. Donc je sais pas s'il y a déjà une pétition. Si, il y a une pétition qui tourne, ouais. Il y a une pétition qui tourne. Donc voilà, donc j'appelle tout le monde à signer la pétition. Pour qu'on ait quand même un poids, puisque voilà, si on fait le parallèle avec l'affaire DSK, où tous les médias appelaient à l'unisson à la présomption d'innocence, on voit très clairement le 2 poids 2 mesures. Bon, donc, merci pour votre avis, Abdelhakim, en tout cas. Merci Abdelhakim depuis Niort. Je sais que ça insiste beaucoup. Allez, un dernier. Hop, tant pis, on est en retard. Allô, bonsoir.
Ah bah il est parti, tant pis. 01 40 33 9000. Voilà, vous pouvez, on va s'arrêter là parce qu'après on va vraiment être trop en retard. Je rappelle, mesdames, messieurs, que demain on recevra l'imam Mohamed Bajrafil qui sera notre invité à l'occasion de la sortie de son livre. Je me suis régalé en le lisant, franchement. Demain on en parlera avec lui. Si vous avez d'ailleurs des questions à lui poser, n'hésitez pas à nous les adresser par le biais du mobile répondeur. Je vous donne le numéro de téléphone 06 18 21 56 41 si vous voulez poser une question et interpeller directement l'imam Mohamed Bajrafil qui sera notre invité demain entre 16h et 18h dans une émission spéciale où vous pourrez aussi avoir la parole et l'interpeller directement dans une partie interactive demain dans cette émission. Fatima, comment s'est passée cette proms? C'était super. Ça va? Au fur et à mesure, je me suis un petit peu détendue. Ah ouais, ça s'est senti, tu sais. Alors, du coup, on l'a senti. J'ai pu lâcher la parole. Bon, c'est prometteur. Bon, du coup, mon cher Enver, ton coup de cœur, tu le mets au chaud, hein? Avec plaisir. C'est franchement d'écouter. Comme je t'ai dit, c'était magnifique et j'ai découvert une grande femme. Et voilà, il nous faut des modèles de réussite et je pense que Fatima Bouired en est un. Et... Enfin, la puce s'appelle Jamila. Jamila, pardon. Deux grandes femmes. Bah, tu vois, c'est deux grandes femmes. Et Fatima Wassak et Jamila Bouired, tu vois. N'est-ce pas magnifique? T'as voulu bien faire, mais t'en as peut-être fait un peu trop, c'est tout. Tu vois, machallah. Voilà. Merci en tout cas, Enver, merci Fatima. Merci à tous, bonne soirée. Et à très vite, Fatima. À très vite, ouais. Bon, 18h03, pardon du retard, mon ami Medjed, il arrive dans un instant pour son émission interactive jusque 20h pour vous faire jouer avec vous. Voici le flash donc de Marine Guerel. Répondre aux questions des juges d'instruction. Nordal Lelandais, extrait de sa prison pour une nouvelle audition à Grenoble aujourd'hui. L'ancien militaire qui a avoué la semaine dernière le meurtre de Maëlys ne s'est toujours pas expliqué sur les circonstances précises de la mort de l'enfant. L'islamologue suisse Tariq Ramadan, mis en examen pour viol, a refusé de venir devant la cour d'appel de Paris cet après-midi, au moment où se tient l'audience sur sa demande de remise en liberté. Tariq Ramadan a fourni des certificats montrant qu'il souffrait d'une sclérose en plaques et d'une neuropathie afin de contester sa détention. Mais un expert médical judiciaire a jugé lundi son état de santé compatible avec son incarcération. La moitié des vols long courrier d'Air France annulés aujourd'hui au départ de Paris. L'ensemble des salariés de la compagnie est appelé à faire grève pour une hausse générale de 6% sur les salaires. Un peu plus des 3/4 des autres vols, petits et moyens courriers, sont assurés. Plusieurs tronçons du Grand Paris Express retardés. Les lignes 15, 17 et 18 ne seront pas livrées au mieux avant 2027 en raison des contraintes techniques, même si le Premier ministre affirme que le projet global, lui, sera bien achevé pour 2030. Et vu les dépassements financiers attendus, Édouard Philippe veut aussi que soit étudiée une réduction des coûts de 10%. Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni ce soir en urgence pour tenter de voter un cessez-le-feu en Syrie dans la Ghouta orientale. Le régime d'Al-Assad continue de bombarder son peuple. Une dizaine de nouvelles victimes aujourd'hui dans ce fief rebelle près de Damas. Près de 330 civils sont morts depuis dimanche, dont des dizaines d'enfants. Une 15e médaille pour les Bleus à Pyeongchang. L'équipe de France de biathlon féminin décroche le bronze sur le relais. Et grâce à elle, c'est le record français de Sochi qui est égalé. Avant le retour du biathlon masculin demain, là aussi, ce sera du relais. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Partagez-vous son avis, vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour terminer tout à l'heure, une bonne dose de Libertad avant 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Fatima Wassak et avec Enver Dos Santos qui sont avec nous aujourd'hui. Information par rapport à... Bonjour. Information par rapport à l'affaire Tariq Ramadan. Tariq Ramadan a refusé de comparaître cet après-midi. Donc on en saura davantage dans les quelques minutes à suivre, à venir, donc peut-être avant la fin de cette émission, pour savoir si ils vont, oui ou non, le libérer aujourd'hui. Ceci étant... tout à l'heure, donc 17h, le premier avis tranché sera signé Fatima Wassak. On va la faire passer en premier, évidemment. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Et puis c'est forcément, comme c'est le premier avis tranché de Fatima Wassak, on va la baptiser comme il se doit. Comme voilà, c'est ce qu'on dit. Alors, on va démarrer tout de suite notre Zap 24. Le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio, mais aussi sur Internet avec cette vidéo postée sur les réseaux sociaux d'un homme parti acheter des gigoteuses pour son fils au Carrefour Ivry 2 dans l'Essonne et est tombé sur une famille de souris.
Eh oui. Incroyable ce qui se passe. Wallah, c'est incroyable. Je cherche une gigoteuse pour mon fils. Tu vois, petite gigoteuse. Regardez sur quoi je tombe. Regardez sur quoi je tombe. Il y a une famille de rats là-dedans, là. Ils sont dans la gigoteuse. Si vous êtes intéressé, j'étais à l'accueil. Ah oui, on va aller. On va aller. Ah, regardez. Des crottes de rats. Attendez, excusez-moi, monsieur. Si je peux me permettre, elle est où? Elle est où là? Non, mais emmenez-le, hein. Elle est où là? Moi, je vous le laisse, emmenez-le. Il y a même le bébé dedans. C'est des souris, par contre, c'est pas des rats. Ouais, des souris, regardez. Je viens acheter une gigoteuse pour mon fils. Je trouve ça. Une famille de souris dans la gigoteuse. Regardez, là, ils sont là. Je sais pas si vous voyez à travers. Regardez, ça bouge. Regardez. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est normal, ça? Pas franchement, non. On peut le dire, non. Pour le coup, voilà ce que... Oui, Edver. Non, mais le truc, c'est que tu essaies d'imaginer comment les souris ont fait pour arriver. Après, sans incriminer la marque Carrefour ou tout. Légumes, le pain, etc. C'est bon. Je mange pas de viande. Mais c'est vrai qu'il y a des produits de fait, quand c'est de proximité, c'est normal. On paye les circuits courts, on paye le fait que justement, comme c'est en plus petite quantité, ça coûte plus cher certainement aux producteurs et aux marchands. Mais c'est vrai qu'il y a une dégradation. Et alors, si on ajoute à ça les services Vigipirate, là, les services de sécurité qui sont à l'entrée des magasins, ce qu'on n'a pas dans les petits magasins de proximité. Oui. En plus, bon voilà, ça donne pas du tout envie. Donc je pense que ceux qui continuent à fréquenter ce type de surface, ce sont les personnes qui ont plus le choix, quoi. Qui n'ont pas le choix. Bon, après, je me permettrais peut-être de faire l'avocat du diable. Et là, je pose la question. Ça te fera peut-être une question pour la rentrée. À un moment donné, se poser la question justement où de plus en plus de, tout simplement, salariés sont diminués dans justement ces grandes surfaces, au niveau du nettoyage, au niveau des caisses, et on est en train de tout informatiser, tout en automatiser. Ouais. Est-ce que c'est pas l'occasion peut-être de se remettre en question? Peut-être que si on engageait plus de personnel, peut-être que justement il y aurait plus de vérification, plus de nettoyage, etc. Peut-être que si on est trop dans le côté automate, on en oublie que... Après, il y a pas mal d'études qui montrent que si on investissait au contraire dans l'économie sociale et solidaire, donc dans les circuits courts, dans tout ce qui est de proximité, etc., en fait, on pourrait embaucher les personnes dont tu parles, là, plutôt que de les embaucher sur ces grandes surfaces, plutôt sur ces emplois-là, en plus qui seraient de bien meilleure qualité, qui seraient moins déshumanisants, quoi. D'accord. Mais c'est un autre type de développement. On va passer à tout à fait autre chose, parler de ce projet de loi sur l'asile et l'immigration qui était présenté hier matin au Conseil des ministres. Son objectif affiché, en tout cas, c'est de traiter les demandes d'asile plus rapidement afin de mieux accueillir ceux qui ont le droit et d'expulser au plus vite les déboutés. Le texte, toutefois, suscite bien sûr des craintes chez les associations dans le milieu intellectuel et même au sein de la majorité présidentielle. Ces détracteurs y voient une remise en cause du droit d'asile en France, malgré les arguments avancés par Gérard Collomb. Écoutez le ministre de l'Intérieur. C'est une loi qui est équilibrée, qui s'aligne surtout sur le droit européen et est totalement nécessaire qu'entre les pays comme l'Allemagne... D'autres marques de magasins, malheureusement, de plus en plus de magasins entretiennent très très mal justement leur établissement. Tu vois des pigeons qui circulent pendant que tu es en train de faire tes courses, tu reçois un caca d'oiseau, tu sais pas pourquoi. Ce sont des choses qui malheureusement sont arrivées. Je suis pas en train de dire que c'est normal. Écoute, j'étais dans un magasin dont je ne citerai pas le nom. Je suis là et hop, je reçois un truc qui goûte. Je pensais que c'était qu'à Paris et dehors, moi. Ah non, ça m'a perturbé. Fatima. Non, c'est vrai qu'il y a une très très grande dégradation de ces hypermarchés, de ces grandes surfaces. Alors là, c'est sûr que c'est particulièrement choquant parce que c'est l'univers enfantin, quoi. C'est pour un bébé, donc on se dit que voilà, si les souris étaient parties, seraient restées leur petite crotte et ensuite on met le bébé dedans. Donc c'est ce qui paraît particulièrement choquant. Mais en réalité, effectivement, il y a une grande dégradation ces dernières années des hypermarchés et en réalité les personnes qui ont les moyens aujourd'hui ne fréquentent plus les hypermarchés, ils se sont dégradés de plus en plus. Aujourd'hui, quand vous allez à Auchan ou à Carrefour, c'est essentiellement des classes populaires, des personnes qui n'ont pas les moyens
d'aller faire leurs courses auprès de magasins, de boutiques, d'épiceries de proximité, et qui sont obligés de se retrouver dans ces trucs gigantesques qui ressemblent plus à rien, qui sont complètement déshumanisants, etc. Ça. Donc, je pense que ça traduit, ça symbolise ça. C'est ça. Si tu regardes bien, même les nouveaux magasins sont de plus en plus en train d'installer les stocks directement à disposition du client. Ouais. Donc t'installes le stock, il n'y a pas de désinfection en fait du colis. C'est prenez le colis d'une centaine de paquets de sucre, etc. Vous pouvez l'acheter comme ça parce que ça va vous coûter moins cher. Pas d'organisation dans le magasin ni rien du tout, mais comme le dit Fatima, c'est à destination des quartiers populaires. Donc faut préférer les quartiers, les magasins de proximité, les commerçants de proximité, oui. C'est plus cher, je sais pas. Si tu prends par exemple le cas de la viande, tiens, je constate quand même que la viande elle est de meilleure qualité et parfois moins chère que dans les magasins, chez ton boucher par exemple. C'est vrai. Alors, après, ça dépend. C'est si vrai que ça, la viande de bonne qualité, quand même, elle est on va prendre l'entrecôte. Est-ce que tu trouves une bonne tranche d'entrecôte au supermarché, comme tu peux l'acheter en boucherie? Moi, je pense pas. Hein. J'avoue que j'ai pas fait la comparaison pour l'entrecôte, mais par exemple les fruits et les... Je suis carnivore. Oui, mais je vais réussir à te convaincre. Mais tu es dans le spécisme, alors là, il y a une marge quand même. Non, c'est pas que par pas que, non, c'est pas de l'antispécisme en réalité, mais il y a d'autres arguments écologiques, en termes de santé publique, des arguments éthiques aussi qui peuvent vous convaincre, en tout cas, alors pas forcément de plus manger de viande, mais en tout cas d'en manger beaucoup moins. Et est-ce que tu t'appropries, j'allais dire, ce propre conseil à toi et tes enfants, ta famille? Mon mari même, qui, alors pour lui, un repas sans viande n'était pas digne de s'appeler repas. Par exemple, un couscous sans viande, il n'a pas le droit de s'appeler couscous. C'est vrai. Mais même lui, j'ai réussi à le convaincre. Et après, il continue à en manger, mais beaucoup moins que quand je l'ai connu. Très persuasif alors, hein. On peut le dire. Très bien. Un coup de cœur, c'est le sourire de Jamila Bouired. Alors je sais pas si vous la connaissez, c'est une grande dame, une grande résistante. Elle fait partie des Moudjahidettes, des femmes qui se sont battues et qui se sont battues pour la libération de l'Algérie, qui était membre du FLN. Et je profite de l'occasion qu'elle soit accueillie en grande pompe en Égypte, en ce moment lors du festival de cinéma de Luxor, pour lui rendre hommage. Voilà. Très bien. Je ne connaissais pas encore. Eh bien, on va découvrir. Absolument, tout à l'heure, bien sûr, sur France Maghreb 2. Voici le programme pour ce LGF sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus encore une fois, avec donc Enver de Santos, Fatima Wassak et la retardataire habituelle Nadia Lazouni. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, près de 60 personnalités ont signé une tribune pour une justice impartiale et égalitaire en faveur de Tariq Ramadan, ce que dit la lettre ouverte. Maroc, les habitants de l'ancienne ville minière se sont donné un délai de réflexion avant de répondre au plan de développement proposé par El Othmani il y a 10 jours. En attendant, aucun sitting n'est organisé. Un calme précaire est revenu dans la ville de Gerada 10 jours après la visite du chef du gouvernement. Le 28 février prochain, la détention administrative de Salah Hamouri devrait prendre fin. Ses proches se mobilisent plus que jamais pour obtenir sa libération. Liberté pour Salah Hamouri. La question LGF du jour. La Syrie, dans cette région de la Ghouta, depuis début février, les bombardements ont fait plus de 450 morts. Nous allons vers un cataclysme humanitaire en Syrie selon Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères française. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, c'est parti pour votre LGF sur France Maghreb 2, l'émission qui vous rassemble et qui vous ressemble. Avec aujourd'hui, pour nous accompagner, monsieur Enver de Santos. Comment va-t-il, monsieur Enver de Santos? Eh bien, très bien, mon capitaine. Christophe, ça va très bien. Il fait un peu froid, mais comme il y a du soleil sur Paris, ça va, on s'en sort. Effectivement. Et alors, toi, ça va? Bah oui, ça va, impeccable. Tu seras pas seul, tu seras accompagné normalement de deux charmantes dames. J'aime beaucoup l'idée. Oui, bah, j'avoue aussi. Fatima Wassak qui sera avec nous dans un instant, oui, et Nadia Lazouni, absolument, qui vont nous rejoindre au cours de cette émission tout à l'heure avec vous, bien sûr, pour évoquer leur sujet. Alors mon cher Enver, on va parler de quoi avec toi? Eh bien, on va parler donc dans mon avis tranchant d'une tranché. Voilà, tranché et tranchant. Voilà. De la mobilisation. Ouais. Mobilisation de qui? Bah, je laisse spoiler. Je ne vais pas spoiler. Je vais laisser ça. Et puis pour mon coup de cœur, eh bien, ce sera toi qui me sais.
Et donc là encore, je ne vais pas spoiler, je vais laisser un peu de mystère. Et Fatima vient de nous rejoindre. Fatima Ouassak qui est avec nous. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va Fatima? Ça va très bien, je suis un petit peu en retard, je suis désolée. Ouais, c'est pas grave. J'ai couru pourtant. Mais... Ah oui, ça se voit. Bonjour Fatima, sois la bienvenue. Comme c'est ta première sur France Maghreb 2, enfin pas première tout à fait, mais bon. Est-ce que tu peux, comme j'allais dire la tradition, te présenter un petit peu aux auditrices et aux auditeurs? Fatima Ouassak, politologue. Voilà, je suis politologue, je suis consultante, je suis conférencière et formatrice. Je ne suis plus seule en tant que consultant. Il se trouve que je coordonne, je coordonne le réseau Classe Jean Ras, ouais. Qui est un réseau antiraciste et féministe, un réseau de projets d'acteurs universitaires, militants, associatifs, etc. Et par ailleurs, j'ai cofondé le Front de Mer, qui est un syndicat de parents des quartiers populaires. Et je le précise parce que c'est un petit peu en lien avec mon avis tranché, tranchant. Alors j'avoue que là tu me fais directement un affront parce que tu nous dis il faut arrêter de manger trop de viande. Voilà, exactement. Mais moi qui adore et